En janvier 2009, un petit film indépendant fait sensation lors du festival de Sundance. Il s'agit du premier long métrage de Marc Webb, jeune réalisateur américain jusqu'alors connu par la génération MTV pour ses nombreux clips. Sous des abords légers, ce petit film plein de fantaisie tente de renouveler le genre de la comédie romantique. Le synopsis est pourtant assez banal. Tom, jeune homme désespérément romantique, tombe fou amoureux de Summer, jeune femme désabusée qui ne croit pas en l'amour. Si cette histoire semble pour le moins éculée, son originalité réside dans la façon dont elle est traitée. Leur relation nous est racontée de façon non linéaire, à l'image des souvenirs qui apparaissent de manière anarchique dans l'esprit du protagoniste principal. C'est une comédie romantique, mais sachez-le d'emblée, ce n'est pas une histoire d'amour. 500 jours ensemble, c'est le film dont nous avons envie de parler aujourd'hui. Bonjour RM. Bonjour Marie-Lise. Alors on est là pour parler de 500 jours ensemble aujourd'hui. Exactement, après 2 gros mois de pause quasiment, oui. En fait dans le podcast. On a été bien occupés chacun de notre côté. Voilà, donc voilà. Donc je sais pas si tu veux commencer à me parler un petit peu du film. Alors déjà je voudrais commencer par parler du titre en fait du film tout simplement. Parce qu'en anglais le film s'appelle 500 Days of Summer. Donc 500 jours d'été littéralement. Mais Summer c'est aussi le nom du personnage féminin principal. Donc en anglais le titre est vraiment intéressant parce que voilà 500 jours d'été, 500 jours avec Summer. En français ils ont fait ce qu'ils ont pu, 500 jours ensemble, qui du coup est moins intéressant. Mais après on aurait pu mettre 500 jours avec Summer, mais ça c'est la traduction française. Ouais. Après 500 jours avec Summer, est-ce que c'est vraiment est-ce que ça se vend vraiment, je suis pas sûre. Mais bon voilà, c'était le petit point, je trouvais que c'était intéressant de le faire remarquer. Parce que voilà, je trouve que le titre en VO fait plus sens quoi. Dans quelles circonstances t'as découvert le film, toi ? Alors, je l'ai vu à la télévision. D'accord. À une époque où il passait, il me semble, sur Canal+ ou un truc comme ça. Je l'ai vu avec ma mère. On aime assez ce genre de film toutes les deux, donc voilà. Et je me souviens que j'avais plutôt apprécié parce que j'avais trouvé qu'il y avait un côté très original. Alors moi je suis une grande fan de comédie romantique, oui, voilà, c'est un peu mon plaisir coupable, j'avoue que voilà, je ne résiste pas. Il y en a des très très mauvaises, je pense que c'est un genre où c'est difficile d'être bon en fait. Puis c'est éculé quoi, c'est éculé à fond. Des dizaines de comédies romantiques. Les codes sont toujours les mêmes et je pense qu'aujourd'hui c'est assez difficile d'être original, c'est pour ça que j'ai aimé ce film en fait, parce que j'ai trouvé que dans l'histoire en elle-même n'a rien d'original, mais le traitement est extrêmement original. Et j'ai trouvé vraiment sympathique. Et puis bon, faut pas oublier que j'ai un très très gros faible pour Joseph Gordon-Levitt qui est l'acteur principal. Ah bah voilà, on va y venir. Donc c'est une des raisons aussi. Non mais c'est vrai que je trouve que c'est un bon film, enfin on va y venir de toute façon, mais voilà, étant une grande fan de comédie romantique, j'ai trouvé que celle-là était vraiment intéressante à aborder. D'accord. Moi, je l'ai découvert en 2013, juste après, je traversais une rupture, donc c'était une super période. Tu t'en rappelles toi-même d'ailleurs. Et j'ai un pote, Mathieu, qui se reconnaîtra, qui m'a offert ce DVD en me disant tiens, ça va t'offrir peut-être t'offrir une petite perspective un peu marrante sur le truc que j'ai totalement rejeté, c'est-à-dire que j'étais pas du tout à l'écoute. T'étais pas prêt. Ah non, j'ai détesté le film. Si tu m'entends, Mathieu, je te le redis, je n'ai pas aimé le film du tout ce jour-là, parce que pour moi, il me disait trop de trucs que je voulais pas entendre, clairement. Et la seconde fois, je l'ai vu pour ce podcast. Et en fait, j'en avais un souvenir merdique, hein, vraiment. Je me suis dit, vas-y, je me ferme pas au truc, je vais la regarder et tout. Et en fait, j'ai vraiment apprécié. Je l'ai vu carrément différemment. Comme quoi, le contexte dans lequel tu vois le film, ça change tout. Il va toujours impacter le film. Et donc par rapport au film, oui, c'est un film américain qui a un petit budget qui est autour de 7,5 millions de dollars, donc c'est vraiment pas grand-chose. Rien du tout par rapport à... Enfin, après une comédie romantique, t'as rarement des budgets incroyables, mais ça reste très, très soft, on va dire. Là, c'est modeste, ouais. Très modeste. C'est un film indépendant aussi, donc je pense que ça joue... Oui, complètement. C'est Fox Searchlight, il me semble. Tu me poses une colle, je crois que c'est ça, oui. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc, qui est sorti en France le 30 septembre 2009 et qui dure 1h35. Et donc c'est le premier long métrage de Marc Webb, tu en parlais dans l'introduction, qui est un réal américain qui est très réputé dans le monde du clip, qui a notamment bossé pour Hilary Duff, Maroon 5, My Chemical Romance ou encore Evanescence. Donc il a un petit CV mais vraiment axé clip quoi. Donc avant ça, je trouve que ça se voit d'ailleurs dans le film qu'il est plutôt branché clip que film au départ. C'est un scénario qui est resté dans la blacklist 2006, c'est-à-dire la liste des scénarios qu'on sait pas quoi en foutre et on les met dedans le temps qu'on puisse les développer. On les pose sur une étagère et on attend de voir ce qu'on va en faire. C'est ça.
Et donc je sais pas si tu reviendras un petit peu sur sa note d'intention au réalisateur, mais lui finalement il a aussi connu, comme il dit, sa propre Sommer, et faire ce premier long métrage avec ce thème, c'était un peu s'offrir la version de l'histoire qu'il avait eue avec sa Sommer à lui, tu vois, finalement. D'accord. Une espèce de catharsis en fait, encore une fois. Et on y retrouve beaucoup, comme il dit, la trace du jeune homme idéaliste qu'il était à l'époque par rapport à sa vision de l'amour et des relations. Et malgré tout, il dit qu'il y a quand même une vérité derrière l'humour et la légèreté du film, c'est que l'amour a beau être dur et cruel et difficile, c'est aussi de loin, je le cite, ce que la vie a de mieux à offrir. Donc voilà. Donc c'est quand même à la fois quelque chose de... Enfin, il le traite de façon légère, mais il sait que c'est un sujet sérieux au fond et il tient aussi à le montrer comme ça, quoi. Mais ça se voit d'ailleurs dans le film, parce que c'est un film léger, c'est-à-dire que tu ressors pas complètement démoli du film, on est bien d'accord, c'est très léger, ça reste une comédie, mais je trouve que c'est honnête dans la façon d'aborder les sentiments et les émotions. Oui, c'est pas... Oui, tu t'y reconnais quand ça... Oui, c'est assez honnête, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Donc je sais pas par rapport au film, quelles sont ses qualités, ses défauts, parce que pour ceux qui nous écoutent, on va un petit peu changer de format pour aborder un film. Avant, on le structurait vraiment le podcast en introduisant chaque séquence, et on voulait tenter sur celui-là d'être un peu plus libre et de se laisser aller plutôt à une liberté qui nous ferait plutôt parler de ce qu'on a aimé, pas aimé dans le film, en s'appuyant sur certaines scènes qui nous ont plu, pas plu, quelles sont nos scènes préférées, et aborder aussi un petit peu au milieu de tout ça les anecdotes de tournage éventuelles. Donc je te laisse commencer à me dire ce que tu as vraiment trouvé en termes de qualité et de défauts, et après on creuse un peu plus. Alors moi, je lui trouve énormément de qualité à ce film. Déjà, comme tu disais, on voit que c'est un réalisateur de clips. Le montage est absolument excellent, en fait. Ouais, je trouve que la qualité première de ce film, c'est le montage. C'est-à-dire que on va avoir souvent une scène joyeuse et le revers de la médaille, la même scène ou le même type de scène, mais en mode triste. Très souvent, en fait, on remarque comme ça que chaque scène va avoir son double. Alors parfois, c'est exactement les mêmes images, comme par exemple quand il explique pourquoi il aime Summer. Donc on a des images de Summer à différents moments où on la voit sourire, donc il aime son sourire, il aime sa petite tache de naissance sur son épaule, il aime des choses comme ça. Et après, quelques temps plus tard dans le film, quand il s'est fait larguer, on a exactement les mêmes images, mais avec une autre interprétation où il dit je déteste sa façon de sourire, et c'est assez rigolo parce qu'on voit vraiment émotionnellement ce que ça a pu lui faire, et c'est rigolo parce que je pense que le spectateur, quand il voit ça, c'est amusant pour lui parce que c'est une sorte de petite comme une sorte de private joke, en fait. On est récompensé pour avoir suivi un petit peu ce qu'on a vu avant, et ces mêmes images servent ici à nous dire deux choses complètement différentes, mais en même temps on nous montre la même chose, c'est qu'en fait Tom est hyper amoureux. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup tout est question de point de vue, en fait. Tout est question de point de vue. Du point de vue de Tom, je vais pas te couper dans ce que tu disais sur le montage, mais c'est pareil, en fait, lui il y voyait ça. Et après, on nous montre la même scène, on nous la montre différemment. Tu te dis, ah oui, en fait, c'est qu'une question de point de vue. C'est ça. Des fois, tu peux te faire des films sur une situation et en la revoyant avec un angle différent, les mêmes images veulent dire autre chose, quoi. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, il y a un passage où ils sont dans un magasin de vinyle ou de CD. Pour moi, ah oui, je vois. J'allais dire c'est Ikea, mais non, tu parles du magasin de CD. Ouais. J'y viendrai. Mais le passage où ils sont dans le magasin de CD, on a la même scène coupée à 3 moments différents. Exactement. Donc d'abord, on a la scène où il discute avec elle, il lui fait une petite blague et elle sourit, et on coupe à ce moment-là. Un peu plus tard, la petite sœur de Tom lui dit « Mais tu devrais peut-être essayer de réfléchir un peu. Est-ce que tu es sûr que tous ces souvenirs heureux que tu as, est-ce qu'ils sont vraiment si heureux que ça ? Est-ce que tu n'as pas raté quelque chose ?» Parce que lui, il considère que la rupture lui est tombée dessus, il s'y attendait pas, quoi. Alors qu'en fait, il y avait des signes avant-coureurs partout, mais voilà. Ce qui est très humain, hein, je veux dire, ça c'est un truc qui arrive à beaucoup de gens. Et donc il arrive à... Cette même scène, du coup, on la revoit plusieurs fois, et à chaque fois, elle est coupée à différents moments, et on se rend compte, quand on coupe un peu plus tard, que non, ça allait pas si bien que ça, et qu'elle lui fait un petit sourire, mais qu'après, en fait, elle fait la tronche, et qu'elle est très fuyante, et qu'elle veut même pas lui prendre la main. Et on se dit, bah oui, c'est intéressant vraiment au niveau du montage, c'est-à-dire que la coupe, le moment où on décide de couper,
c'est ce moment-là qui va finalement donner le ton pour toute la scène. Pour moi, si tu vois le film par le prisme du perso principal, le mec, c'est quelqu'un, tu te dis que finalement, il nous montre son montage à lui, et quand il prend conscience des choses, on voit le vrai montage quelque part. C'est un peu ça. Je précise juste, je m'insère au milieu de tout ça, 100% spoiler au niveau du podcast, même si on n'a rien dit de particulier pour l'instant. C'est-à-dire que vous savez qu'il se fait larguer au bout de 3 minutes de film, donc c'est pas... On est d'accord. Et alors par rapport à ce que tu disais sur le montage, c'est une des qualités que j'ai cité aussi. Je trouve qu'il est très rythmé et qu'il dynamite vraiment le schéma de la comédie romantique qui est très linéaire, avec la rencontre, puis hop, ils commencent à comprendre qu'ils sont amoureux, puis ils vont plus loin, et puis ça va pas bien, et puis ils se retrouvent à la fin. Ouais. Et ça dynamite vraiment le truc, ça c'est une super bonne idée. Et par rapport à ça, du coup, par rapport au montage, je crois que j'avais marqué comme toi, voilà, le passage du passé au présent à travers des jours, je trouve ça intéressant. Et comme tu dis, que ça fasse tout le temps un moment joyeux, qui est quand même toujours suivi par un moment où ça se passe mal, donc ça fait tout le temps une espèce de pendant en fait entre ce qui était bien et ce qui était pas bien. C'est super intéressant. C'est des montagnes russes émotionnelles, voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est ça, c'est assez intéressant. C'est comme ce que vit Tom en fait en réalité. Complètement. Et le film est vraiment que du point de vue de Tom. Oui, vraiment, c'est... Et c'est en ça que j'ai voulu parler de ce film aujourd'hui en fait, c'est que je me suis rendu compte des années après que je m'étais fait complètement avoir. J'étais complètement du point de vue de Tom. Ouais. D'accord, bienvenue au club. J'étais complètement du point de vue de Tom et je détestais Summer. Alors, j'irai pas jusque là. D'ailleurs, à cause de ce film, j'ai beaucoup de mal avec l'actrice en fait. Pas moi. Outre le fait qu'elle soit très jolie, non, je trouve vraiment qu'elle est intéressante cette fille. Elle est très intéressante. Vraiment, alors tu vois pour le coup, c'est pas du tout objectif. Oui, on est d'accord. Mais dans ma tête, elle lui a brisé le cœur alors qu'il est tellement mignon. Pourquoi a-t-elle fait ça? Joseph Gordon-Levitt, toi, c'est non, pour mais ça. Oui, alors certes, j'ai un énorme coup de cœur pour Joseph Gordon-Levitt, mais c'est pas que ça. Le film est fait vraiment à travers son point de vue à lui. Oui, complètement. Et à aucun moment, on nous donne le pendant de Summer. Exactement. C'est ce qui est hyper intéressant, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai revu le film plusieurs années après, et que j'avais lu un peu des trucs où il disait « Ouais, en fait, c'est de la faute de Tom », Joseph Gordon-Levitt lui-même a dit que c'était de la faute de Tom et qu'il invitait les gens à revoir le film. Oui. Par rapport à ça. Je me suis mis dans une autre perspective et je me suis dit c'est intéressant quand même de regarder un petit peu pourquoi j'ai été aussi vénère contre Zoé Deschanel. Voilà. Et oui, en fait, quand on prend du recul, on se rend compte que concrètement c'est autant de la faute de Tom que de la faute de Summer. Il n'y a pas de méchant ou de gentil en fait dans l'histoire. Il n'y a jamais de méchant ou de gentil, dans une rupture. Certaines relations oui, malsaines. Voilà, mais je veux dire, sinon, et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est-à-dire que moi et des tas de gens se sont fait avoir par l'histoire et par la façon dont c'était monté et dont c'était fait. Alors la question que j'avais, c'est est-ce que je voudrais ton avis là-dessus. Ouais, dis-moi. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on ait absolument à aucun moment le point de vue de Summer? Est-ce que ça diabolise pas un peu trop son personnage? Non. Est-ce qu'on tombe pas un peu à côté du coup de l'objectif? Pour moi, non, je pense pas, parce que le but c'est de... Alors j'allais venir en parlant d'autres qualités du film par rapport à l'écriture des persos sur le personnage de Tom. Clairement, pour moi, le réal se fout de sa gueule. C'est-à-dire que, en fait, le réal te montre ce mec comme un mec brisé. En plus, le film commence quand même par ce film est dédié à... je sais plus comment elle s'appelle. Jenny Beckman. À Jenny Beckman, Bitch, un truc comme ça. Donc vraiment, tu te dis, ok, le réal en veut à son ex. Donc potentiellement, il va nous montrer un mec qui en chie par rapport à une meuf. Moi, quand j'ai vu le film à l'époque, c'est simple, je me suis dit, mais quelle garce, en fait. Je me suis dit, le pauvre mec, il se fait balader. Quand j'ai revu le film maintenant, j'ai dit, mais attends, simplement, Tom, il est dans une vision tellement idéalisée de l'amour qu'il est parti dans une direction, il a éludé tous les signes qui faisaient que ça marchait pas, et du coup, le film, ok, il nous est montré par son prisme avec tout ce qui va bien, concrètement. Et d'ailleurs, c'est dramatique, mais alors, je me suis mis ça en bleu. Concrètement, Tom, c'est moi, en fait. Hein, c'est totalement moi, à l'époque, plus maintenant, plus trop en tout cas. Mais tu vois, le film, j'ai marqué qu'il m'a appris plus sur moi-même qu'à l'époque où je l'avais rejeté. Et je comprends mieux pourquoi je l'ai rejeté à l'époque, du coup. C'était un miroir pas très flatteur, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire, vraiment, ouais, pour moi, tu vois, ça revient à ce que disait le réal. Il disait, ça me rappelle mon moi idéaliste de l'époque. Je pense vraiment qu'il se moque un peu du personnage et de lui, parce qu'en fait, Tom, c'est une caricature comment dire, c'est une caricature de comédie romantique, justement, de mec qui aime les comédies romantiques, tu vois. Et du coup,
le film nous est montré uniquement de son point de vue idéaliste. Exactement. Donc après, effectivement, on se dit, mais c'est une garce, parce que quand ça part en live, on se dit, mais d'où ça vient ? Et quand le film commence à te montrer un montage différent sur ce qui allait pas, tu te dis, bah ouais, il nous l'a juste pas montré, parce qu'on était de son point de vue, donc... C'est-à-dire que c'est montré... les yeux, quoi. C'est intéressant parce que c'est montré de manière complètement déconstruite. Donc, à un moment, on va être au jour 453, on va revenir au jour 25, on va repartir au jour 312. Donc, voilà. Et c'est montré comme nous quand on se rappelle de quelque chose, en fait. Oui. De manière complètement anarchique. On sait plus trop dans quel ordre ça s'est passé. Exactement. Quand on va essayer de se remémorer une relation ou autre chose, ça va se passer un petit peu comme ça. Et Tom, moi, je trouve que vraiment, il est intéressant parce que voilà, c'est Hugh Grant, en fait. Oui. C'est le personnage de comédie romantique le pauvre, il est romantique à fleur de peau. Il écoute de la musique. Et j'aime beaucoup comment on nous le présente. Au début, en fait, on nous dit qu'il a été exposé très jeune à des films romantiques et des chansons pop dépressives qui lui ont fait croire en l'âme sœur. Alors, j'adore déjà le terme exposé comme si c'était des radiations, quoi. Excellent. J'allais dire un truc du genre, exposé vraiment, il a été exposé à des trucs... Nocif, quoi. Nocif. Tchernobyl. Voilà, c'est limite ça. Et ça m'a énormément fait penser à une référence. Je sais pas si tu as déjà lu l'auteur Nick Hornby. Pas du tout. Qui a écrit Haute Fidélité, entre autres un High Fidelity. C'est un auteur britannique que j'adore, que je vous encourage à découvrir si vous ne connaissez pas. Si vous aimez 500 jours ensemble, il y a des chances que ça vous plaise. C'est ça que j'aime bien avec Marie, c'est qu'il y a toujours une petite référence littéraire. Parce que moi, je donne pas. Mais du coup, il y a un passage dans ce bouquin qui m'avait énormément marqué. Et du coup, je l'ai noté parce que je trouve qu'on est pile là-dessus. Personne ne s'inquiète d'entendre les gosses écouter des milliers de chansons qui parlent de cœur brisé, de trahison, de douleur, de malheur et de perte. Les gens les plus malheureux que je connaisse, sentimentalement parlant, sont ceux qui aiment la pop musique par-dessus tout. Je ne sais pas si la pop musique est la cause de leur malheur, mais je sais qu'ils ont passé plus de temps à écouter des chansons tristes qu'à vivre une vraie vie. À vous de conclure. Ouais, pas mal. Et on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'il a tellement été influencé par la pop culture de manière générale que Summer, il veut la mettre dans la case qu'il a construit pour lui. En réalité, il n'est pas amoureux de Summer, il est amoureux de l'idée de Summer. Ah, tu penses qu'il n'est pas amoureux d'elle, Je pense qu'il l'écoute jamais. Il ne l'écoute pas. Si tu regardes la scène où elle lui fait des confidences sur l'oreiller et où elle lui parle de ses anciens mecs. Ouais. Alors voilà, et il y a tout un passage où elle dit elle explique un truc. Et en fait, sa voix est coupée. Tu entends la voix off du narrateur qui te dit Tom savait que c'était des choses qu'elle ne disait pas au hasard, qu'elle avait sans doute jamais dit ça à personne avant, tout ça. Je m'en rappelle. Il l'écoute pas. Hein. Lui, il est dans sa tête à se dire c'est génial, elle a jamais raconté ça à personne, c'est qu'elle m'aime vraiment. Putain, je l'avais pas vu comme ça. Il rapporte ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et le personnage de Summer, il est pas creusé, mais ça, c'est voulu pour le coup. Oui. Il n'est pas creusé du tout. Parce que Tom ne creuse pas, en fait. Parce que Tom ne creuse pas. Ouais. Et comme c'est son point de vue à lui. Et moi, je pense qu'il est amoureux de l'idée qui se fait de Summer. Elle est belle, elle a des goûts similaires aux siens, donc c'est quelque chose d'important. Mais est-ce qu'on ne le fait pas un peu tous, ça, à un certain degré, je veux dire. Oui, à un certain degré, c'est évident. Est-ce que dans ta vie perso, tu le fais pas un peu et que des fois, tu... dis pas que t'aimes pas la personne, mais que t'aimes le fait qu'elle t'aime, tu vois. Oui, mais est-ce qu'on n'aime pas un peu l'idée du truc et l'idéalisation du truc aussi, ça en fait partie, je pense. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais dans son cas à lui, je trouve que c'est extrême. Parce qu'en fait, elle arrête pas de lui répéter qu'elle veut pas une relation sérieuse. Oui, et lui, il le pousse sous le tapis, quoi. Il veut pas en parler. Ça, clairement, par contre, oui, elle est honnête là-dessus. Elle le dit assez vite, quoi. Elle le dit assez vite. D'où le fait que je trouve que j'ai été injuste et que je l'ai mal jugé les premières fois où j'ai vu le film. Si tu nous entends, Marie était injuste. Voilà, Zoé Deschanel, je suis désolée. Ouais. Mais c'est intéressant parce que il y a un terme qui a été utilisé plein de fois. Attendez, je vais retrouver mes notes. C'est un terme qui a été créé par Nathan Rabin, voilà, qui est critique de cinéma. Donc en 2007, il a introduit le concept de la Manic Pixie Dream Girl. Donc littéralement, on traduirait ça par la jeune fille, la fille rêvée, un peu faux-folle, malicieuse comme une petite fée, voilà, c'est un peu ça. Et donc c'est un personnage type qu'on retrouve dans certaines comédies romantiques, pas que d'ailleurs, dans d'autres films aussi, qui représente la femme idéalisée en fait, fantaisiste, délurée. Et en fait, elle sert de dispositif narratif pour aider le personnage principal à évoluer psychologiquement et à ce pauvre garçon qui est coincé dans son carcan, elle l'aide à voir la vie autrement. Et donc en fait, lui, il dit que c'est un personnage qui existe que dans l'imagination enflammée des réalisateurs pour apprendre aux jeunes hommes à l'âme engourdie à embrasser la vie, ses mystères et ses aventures infinies. Voilà. Et c'est un personnage qui, en fait, est vide. Il est complètement creux.
il n'a pas de personnalité. Donc, le critique de cinéma, là, Nathan Rabin, il a créé ce concept en 2007 après avoir vu Rencontre à Elizabethtown avec Kirsten Dunst par rapport au personnage de Kirsten Dunst, en fait. Pour avoir vu le film, je suis totalement d'accord avec lui. C'est un personnage absolument creux. Elle a aucune raison d'être aussi sympa avec le personnage principal et de vouloir l'aider comme elle le fait. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi elle agit comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, de manière tout à fait injuste, disent que Summer, dans 500 jours ensemble, est une Manic Pixie Dream Girl. Qui serait donc juste là pour faire s'accomplir le personnage principal, masculin. Et en fait, elle n'a aucune profondeur. D'accord. Et je suis pas d'accord avec ça, en fait, dans le sens où Tom la voit comme une Manic Pixie Dream Girl. Lui, en fait, c'est la case dans laquelle il l'arrange. Très juste. Mais en réalité, elle a une profondeur. C'est juste qu'on ne le montre pas. Puisque tout le film est du point de vue de Tom, en fait, on ne sait même pas si réellement... pourquoi est-ce qu'elle est aussi déçue par l'amour ? Pourquoi elle veut aucune attache ? Il y a probablement des choses intéressantes à creuser là-dessus. D'ailleurs, je trouve ça intéressant quand tu dis la vision qu'elle a de l'amour. C'est jamais très manichéen dans le film. Par exemple, dans la scène du bar, quand elle lui dit « Moi, je crois pas à l'amour, pour moi, c'est un fantasme », lui, il y croit, voilà. Les deux ont pourtant des parents divorcés. Donc, tu te dis « c'est quand même bien fait, tu vois. Tu te serais attendu à ce que Tom ait des parents qui sont encore ensemble et elle, ses parents divorcés. » Je trouve ça assez intéressant. C'est les petites choses qui font que le film est assez... Il tombe jamais dans la case gentil, méchant. C'est assez intéressant. Et par rapport à cette vision de ce qu'on nous montre et qui est vrai ou pas, par rapport au montage, les scènes Ikea, en fait, sont super intéressantes, je trouve, parce que le réal met souvent en parallèle ces lieux, des moments où tout allait bien, avec un moment où tout va mal. Mais en plus, au-delà de ça, je trouve que les scènes d'Ikea, pour moi, je les ai vues comme ça, elles sont révélatrices du truc de l'artifice... Est-ce que ça se dit ? L'artificialité, je crois que ça se dit, du côté artificiel de leur relation. Autant que Ikea, c'est des faux décors, mais en fait, filmés comme ils le sont, ça pourrait totalement être des décors intrinsèques au film, en fait. Voilà, de cinéma. C'est-à-dire que si on te montre pas que c'est Ikea, tu te dis, on nous montre une scène dans un décor. Ouais. Et en fait, non, après, la caméra se déplace et tu dis, ils sont dans un magasin. Et je trouve ça assez intéressant en termes de montage de nous montrer l'artificialité de la chose, que quelque part, Tom, il s'est construit un petit monde qui est aussi faux que les décors d'Ikea. Que les comédies romantiques auxquelles il... Moi, je l'ai vu comme ça, je sais pas si c'est voulu après. Mais je pense que, alors, j'ai vu que le youtubeur Durandal a fait une vidéo sur ce film. D'accord. Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, sur 5 jours ensemble. Et donc lui, il dit que et à regarder la vidéo, allez jeter un œil, vraiment extrêmement intéressante. Il est très très bon pour ce qui est de l'analyse de film. C'est clair. Et donc il disait que Ikea, c'est des petits décors qui ressemblent à ceux du théâtre ou du cinéma. Et donc il joue le couple niais et amoureux en passant de décor en décor, le couple qu'on s'attendrait à voir dans une comédie romantique. Donc c'est le côté un peu méta de la chose qui est intéressante. Donc donc il l'a vu comme ça aussi, du coup c'est intéressant, tu vois. Ouais. Donc votre analyse. Je savais même pas qu'il en avait fait un dessus, j'irai le voir. Ouais, faut aller le voir parce que c'est intéressant. Donc oui, pour ceux pour qui le film n'est pas tout à fait frais dans leur tête, donc la scène elle est assez drôle en fait. C'est on nous montre Summer et Tom qui sont à Ikea et qui jouent au petit couple parfait dans les cuisines, dans les décors qui ont été créés, enfin les décors, pas les décors mais les faux intérieurs Ikea. J'aime beaucoup chérie, je suis désolée de te le dire, mais il y a une famille d'asiatiques dans d'autres salles de bain. Ah oui, là tu te dis, c'est là justement t'as la rupture. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, mais on est à Ikea, c'est vrai en fait. On est à Ikea, ouais. Excellent. Ouais, c'est assez drôle et je trouve que c'est... Et là encore, on a le pendant négatif de cette scène. C'est-à-dire qu'on a cette scène très joyeuse où ils sont mignons, où ils s'amusent comme des gamins à Ikea, et on nous montre... Et alors là, c'est intéressant du point de vue du montage, parce qu'en fait, ils commencent par nous montrer la scène négative. Donc on les voit à Ikea, et on voit Tom qui dit à Summer « notre évier est cassé », et on se dit « mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il raconte ?» Et elle qui fait clairement la tronche, il tente de faire de l'humour, tout ça, et elle rit pas. Et on comprend pas tout de suite, et en fait, après, on voit le pendant joyeux de la scène. Qui se passait quelques mois avant, je me rappelle. Et on se dit, d'accord, donc quelques mois avant, ils ont rigolé par rapport à ça. Lui, il essaie de recréer un petit peu cette flamme, mais il y arrive pas. Et c'est assez drôle. La fin de la scène joyeuse nous montre quand même Summer en train d'expliquer à Tom qu'elle recherche rien de sérieux. C'est les débuts, ils s'entendent bien, c'est chouette, mais elle veut rien de sérieux. Et encore une fois, Tom, il l'écoute pas. Et il l'écoute pas, c'est clair. Il dit qu'il est OK. Parce qu'en fait, il se dit qu'elle va changer et qu'il veut pas. Il est déjà amoureux. Il se dit non, mais elle finira par correspondre à ce que j'attendais, concrètement, à coller à mes attentes. Et, mais du coup, il veut la mettre dans une case, quoi. C'est vraiment, j'attends que. Complètement. Ouais. Et c'est ce qui est vraiment intéressant, quoi.
Par rapport au montage aussi, une de mes scènes préférées justement du film, c'est grâce à sa sœur, donc qui est jouée par Chloé Grace Moretz. Ah, j'adore cette actrice. Je me suis pas craqué, qu'on a vu notamment dans Kick-Ass. Kick-Ass, merci. Ouais. J'adore, elle est excellente. Et je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est les voix cassées, hein, c'est magnifique. Oui, désolé. Bon, voilà, moi j'ai le débouché. C'est pas grave, ça va le faire. Voilà. Donc, grâce à sa sœur, en fait, elle lui fait repasser dans sa tête les différents moments en lui disant regarde un peu différemment. Il se peut qu'en fait, des fois, t'es un peu idéalisé les choses. Et on revoit du coup les moments clés de leur relation avec un montage différent du reste du film, qui d'ailleurs est beaucoup plus posé et moins accéléré. Oui. Je trouve ça intéressant sur la fin, genre comme si il se posait pour réfléchir quand sa sœur lui dit ça, et il se focalise cette fois sur les détails qu'il n'allait pas mais qu'il a occultés. C'est ce que tu disais tout à l'heure, oui. Le magasin de CD notamment, et des détails qu'il a toujours dû voir en fait mais qu'il nous a jamais montré et qu'il a jamais voulu regarder en face. Maintenant il les voit, et c'est une scène beaucoup plus sérieuse, réaliste, qui est sans ironie, et juste le constat calme en fait de Tom sur sa vision erronée. Et en fait, je l'ai trouvé très triste cette scène, parce qu'elle elle fait partie des scènes du film, des rares scènes où vraiment on te montre le côté sérieux de la relation. Enfin sérieux, pas montré avec détachement ou ironie ou humour. Et c'est assez triste. Je trouve, ce passage, d'autant que le montage vraiment il change. C'est plus posé, c'est plus un plan après l'autre, et comme si d'un coup le film il disait ok, on arrête de déconner. Là, on rentre dans la tête de Tom qui se rend compte que tout était foiré depuis le début, quoi. Et c'est assez intéressant. Et je vais faire un petit parallèle sur sa petite sœur aussi, que je trouvais, qui m'a beaucoup fait rire. Mais le personnage, je l'ai trouvé tout de suite plus comme une idée qu'un personnage réel. Oui. Parce qu'elle doit avoir, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Une gamine de 12 ans, voilà. Il faut qu'elle devienne psychologue, hein, elle. Voilà, c'est ça. Et du coup, je l'ai pas vu du tout comme un personnage réaliste, encore une fois. Je l'ai plus vu comme, elle a 12 ans, et c'est elle qui fait comprendre à son frère des choses, donc elle souligne l'immaturité de Tom, voilà, plus qu'autre chose. Moi, je l'ai vu comme ça. C'est un peu son petit ange gardien, sa petite voix dans sa tête, sa sœur. Ouais. Pour moi, je l'ai pas pris comme un personnage. Elle est très rigolote. C'est un personnage très agréable. Enfin, que moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'effectivement, il est pas creusé du tout et il est pas crédible du tout. Et je pense qu'il est pas là pour ça d'ailleurs. Il est juste là pour être une idée de la petite voix de Tom qui lui fait. Fallait un personnage qui fasse ça. Moi, je veux dire, si j'avais une petite sœur comme ça de 12 ans je veux dire, c'est bon, psychologue, comme tu dis, quand elle lui dit Tom, c'est pas parce que t'écoutes les mêmes musiques qu'une fille que vous êtes fait l'un pour l'autre. Ouais. C'est la gamine qui devrait penser ça, pas lui, tu vois. Et du coup, elle est juste là pour appuyer la bêtise de Tom et sa naïveté. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça en tout cas. Ah, mais j'aime beaucoup d'ailleurs cette réplique quand elle lui dit voilà, parce qu'une fille aime les mêmes trucs bizarroïdes que toi, ça veut pas dire que c'est ton âme sœur. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Et là encore, ça nous montre que. Pour lui, il a jeté son dévolu sur elle. Et il a une vision de l'amour très influencée par le cinéma et la musique, et donc il veut la faire rentrer dans la case. Et du coup, oui, le message, je pense, du coup, qu'on peut retirer de ça, c'est qu'il faut quand même écouter l'autre et essayer d'évoluer, même si les choses vont pas dans notre sens, en fait, quoi. Il faut rester, je pense, enfin moi c'est ce que j'en retire en fait, et pas essayer de faire d'obliger l'autre à rentrer dans la vision qu'on avait. C'est compliqué, c'est compliqué parce que malgré tout au départ, peut-être que j'ai une vision des relations complètement faussée, mais est-ce qu'au départ tu te mets pas avec quelqu'un parce que justement il rentre dans ta vision des choses et qu'il rentre dans ta case, et là évident. Après c'est qui prend la part sur qui et comment chacun se fait sa place, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est sûr. Et là Tom, clairement, oui, il a essayé de tout bouffer avec sa vision des choses, je pense, donc clairement. Alors après, au niveau des... Enfin, je sais pas si tu avais autre chose à rajouter par rapport à ça. Au niveau des qualités du film, moi, c'est les idées de mise en scène qu'il y a aussi que je trouve très originales. Donc avant, je t'avais dit le montage. Donc là, tout ce qui est la mise en scène, que ce soit la scène d'intro qui est en split screen, qui nous montre... chaque écran nous montre eux en train de grandir. C'est tout bête, mais je trouve que ça marche bien. C'est très chouette. Comme si deux destins qui allaient finalement se rencontrer dans le film. Après je l'ai évoqué, la scène où la petite sœur de Tom, Rachel, donc qui est jouée par Chloé Grace Moretz, elle débarque chez lui, c'est filmé comme une scène d'action, comme si elle allait sur un lieu où il s'est passé quelque chose de très urgent, et là elle débarque, en fait c'est juste les potes de Tom qui ont appelé sa sœur à la rescousse parce qu'il est en train de casser une à une les assiettes. C'est tellement caricatural, je veux dire, le dépressif, il a une tête de dépressif et il jette les assiettes genre j'ai le cœur brisé, je casse tout. Je trouve ça super drôle, mais là tout de suite quand tu revois le film, tu comprends que le réal se fout un peu de sa gueule. C'est du deuxième, enfin voilà, c'est du deuxième degré. Il pousse les curseurs, c'est-à-dire alors je sais pas si des gens voient ce film sans le voir comme ça, on peut se dire que c'est vraiment raté comme film et que c'est trop caricatural, parce qu'on se dit attends,
Ah, c'est trop cliché. Mais pour moi, ça l'est tellement que pour pas comprendre que c'est second degré, il faut y aller quand même. Faut y aller quand même. Bah, on le voit que c'est du second degré. Et puis, enfin, je veux dire, le film, entre guillemets, Et s'auto-parodie. S'auto-parodie, quoi. C'est ça qui est génial. Enfin, la scène de danse, elle est quand même fantastique. Oui, c'est une de mes préférées. Ouais, j'y reviendrai peut-être, mais tu vois, dans les idées de mise en scène, c'est pareil, j'ai trouvé très intéressant le passé de Summer qui est montré avec une image noir et blanc, très old school. Je trouve ça super intéressant. Alors, question par rapport à ce passage en noir et blanc. C'est dans la tête de Tom ou c'est vrai ? Moi, je me demande. Moi, c'est vrai, c'est clairement la voix off qui nous l'expose, donc je pense que là, mais la voix off, c'est pas une extension de Tom. Alors là, tu me poses une colle. Moi, tu vois, pour moi, le narrateur, c'est une extension de Tom. Ah, ça se peut, ouais, moi, je l'ai vu comme ça. Et je me dis, il s'invente un peu le passé de sa fille. Il connaît le passé de Summer, mais que montrer à travers la voix off, donc à travers ses yeux, bah oui, c'est montré de façon cinématographique. C'est assez logique. Ça serait assez logique, puisque. Après, je pense qu'ils se sont peut-être même pas posé cette question eux-mêmes au niveau du réel. Moi, je le voyais plus comme la voix off vraiment qui nous introduisait, parce que la voix off reste quand même assez ironique, même vis-à-vis de Tom, des fois. Quand elle dit, bah, pour Tom, c'était forcément le destin, elle se fout de sa gueule aussi. Enfin, la voix off se moque de Tom aussi. Donc, je pense vraiment que la voix off, c'est le réel. Clairement, c'est plutôt. C'est possible. Moi, je le vois comme surtout ça. qu'au début, il nous dit tout de suite, vous devez le savoir, c'est pas une histoire d'amour. Oui, si c'était vraiment. Sachez-le d'emblée, c'est pas une histoire d'amour. Tom, il se dirait pas ça, tu vois, je pense. C'est possible. Et d'ailleurs, tu l'as compris comment, c'est pas une histoire d'amour ? Parce que c'est bien une histoire d'amour, certes, c'est une histoire d'amour qui tourne mal, mais c'est une histoire d'amour. Déjà, introduire un film romantique par cette phrase-là, je trouve ça, stylistiquement super intéressant. Ok, c'est un film romantique, mais c'est pas une histoire d'amour. Tu te dis, mais alors c'est quoi ? Et du coup, comment je l'ai pris ? C'est une bonne question. Je l'ai peut-être plutôt vu dans le sens où on va pas vous montrer une histoire d'amour. Enfin, on va pas vous la montrer de manière traditionnelle. Moi, je l'ai plus vu. C'est pas une histoire d'amour au sens où on vous le montre dans les films. Après, oui, c'est une histoire d'amour pourtant, mais. Ouais, moi je pense que là, pour le coup, en fait, parce qu'on nous présente, c'est juste après nous avoir présenté les deux personnages principaux, où on a d'un côté le romantique à fleur de peau et de l'autre côté la jeune fille désabusée. Voilà. Et quand on a vu, comme c'est mon cas, quand on a vu plus de comédies romantiques qu'on ne devrait, on fait 2 + 2 et on se dit elle va changer d'avis et elle va tomber amoureuse et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce qu'on a tellement l'habitude en fait que c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, je pense le véritable sens de la phrase, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est ça ira pas dans le sens que vous attendez. Oui, c'est plus ça ira pas dans le sens de tout ce que vous avez vu. Moi, je l'ai plus ressenti comme ça. C'est pas ce qu'on voit généralement au cinéma, et particulièrement dans les comédies romantiques. Parce que quand tu dis j'ai regardé une histoire d'amour, un film c'était une histoire d'amour, bah tout de suite c'est les codes qui te viennent en tête, quoi. Voilà. La rencontre, le machin, et puis il se sépare un peu, puis il se retrouve de manière encore plus flamboyante derrière. Il se retrouve, c'est beau, il y a les gens qui applaudissent. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi je l'ai vu comme ça. D'ailleurs, le discours. Tom, à un moment, fait un discours au boulot en expliquant pourquoi il démissionne, en fait. Oui. Et donc, il fait une espèce de grand discours où il explique que il veut plus participer à ça, qu'il participe en gros au mensonge qu'on donne aux jeunes sur l'amour, sur voilà. Putain, c'est tellement moi il y a 7 ans. Franchement, j'ai regardé le film, je me foutais de ma gueule. Je disais, mais c'est exactement ce que j'aurais pu dire. Ouais, mais ça n'existe pas. Et là, je vais le faire. Et j'adore parce que ça ressemble vraiment aux espèces de discours qu'on peut avoir dans les comédies romantiques. Et son pote applaudit à la fin. Mais il n'y a que lui, quoi. Oui, il fait clap comme ça, puis il se rend compte que non, en fait, c'est pas le moment d'applaudir. Ils vont tous applaudir, se rendre compte que son discours était vraiment. Que ça les a impactés. Touchés, ils ont réalisé que. Parce que donc Tom, il bosse dans une boîte où il fabrique des cartes de vœux. Ouais. Donc il y a quelque chose d'artificiel. Et à la fin, vers la fin du film, il explose. Mais ce qu'on fait, c'est du faux. On vend du faux aux gens et tout. Voilà, on leur met des mots dans leur bouche alors qu'ils sont même pas capables de les exprimer eux-mêmes. Voilà. Et effectivement, à la fin, son pote, il applaudit. Tu te dis, ils vont tous applaudir. Non, il est tout seul. Il est tout seul, il s'arrête d'applaudir. Ça, j'ai bien aimé. Mais il y a une grosse ironie. Tu parlais de la voix off. Par rapport au destin qui met Tom sur le chemin de Summer, est-ce que c'est le destin, est-ce que c'est un hasard ? Il y a vraiment une démystification d'une notion de coup de foudre, comme on le voit tout le temps dans les films, et qu'on nous a toujours vendu, et qu'on nous vend encore, et qu'on nous vendra encore. Tu vois, oui, c'est sûr. Le côté âme sœur, c'est The One. Mais c'est là que tu te dis qu'on est quand même formaté depuis... Parce que la télé et les films font partie de notre vie tout le temps. Je veux dire, depuis qu'on est... Enfin, moi, en tout cas, depuis que je suis gamin. Oui, moi aussi, depuis que je suis... Et tu te dis à quel moment ça a pu m'impacter, tu vois, quand tu regardes Titanic, quand tu regardes Coup de foudre à Notting Hill, quand tu regardes, je sais pas, plein d'autres films. Love Actually, tous les trucs que j'adore, bref. Mais ouais, c'est vrai que... Oui, non, je pense que ça donne... Alors après, il faut quand même... Bon, c'est comme quand je regarde un film d'action, je sais que je vais pas aller buter du terroriste en haut d'une tour, comme John McClane. Ouais, John McClane, c'est référence. Mais je pense que c'est pareil, il faut garder un petit peu de
comment dire, faut être un peu réaliste et regarder ça comme ça doit être. C'est un conte de fées pour adultes. Mais malgré tout, est-ce que ça t'influence pas? Tu vois, peut-être qu'inconsciemment, il y a des résidus, oui, c'est possible. De tes 10 ans à tes 20 ans, je te montre que des comédies romantiques où ça part en live, où le mec est un pervers narcissique et où la fille est une manipulatrice avec le mec. Parce qu'après, tu te mets jamais en compte. Est-ce que du coup, après, tu te dis, est-ce que je vais faire gaffe? Alors que si on te berce de comédie romantique où à chaque fois, c'est les bons sentiments qui prennent le dessus, est-ce qu'à un degré inconscient, tu te dis pas non, mais en fait, les bons sentiments me prendront toujours le dessus? Peut-être. Mais il y a énormément de critiques qui émergent depuis le mouvement MeToo. Je vois circuler pas mal de vidéos sur Internet où, en gros, ils remettent en question les comédies romantiques et les codes véhiculés par les comédies romantiques, notamment la persistance. Parce que très souvent, le héros masculin persiste pendant tout le film. Et il finit par avoir la fille. Et en fait, ils disent que c'est pas terrible finalement comme message à transmettre aux jeunes générations parce que non, c'est non. Oui. Donc, non, mais c'est vrai. Alors là, on va rentrer dans un débat où on va tout de suite entendre les not all men. Alors là, je m'en fous, qui vont nous dire non, mais tous les mecs sont pas comme ça. C'est pas le sujet en fait. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, se poser la question sur l'image qu'on nous verse depuis des années et des années. À ce sujet, d'ailleurs, je peux te recommander le livre de Rose McGowan, Debout, Brave en anglais, si tu peux le lire un jour. Faut être bien accroché, mais où en fait, elle montre tout le machisme omniprésent à Hollywood. Alors après, évidemment, tous les hommes sont pas comme ça. Il y a toujours des manipulateurs, des bons, des méchants, des deux côtés. Simplement, c'est intéressant de se poser la question. Par rapport à ce qu'elle dit, j'ai lu ce livre et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, le schéma qu'on nous montre dans les relations hommes-femmes au cinéma est tout le temps le même, et en fait ça m'a même pas choqué parce que je l'ai digéré quoi. C'est-à-dire l'homme qui doit être entreprenant et en insistant un peu il finira par avoir ce qu'il veut et tout. Je suis pas en train, là on s'écarte un peu du podcast, je suis pas en train de rentrer dans un débat en mode vraiment les hommes doivent plus draguer, les hommes doivent plus, tu vois. La séduction c'est une chose, mais effectivement c'est intéressant ce que tu dis, la notion du non en fait. Et dans les comédies romantiques tu regardes souvent, t'as vraiment un peu la princesse dans son château quelque part, que le prince va essayer d'aller chercher, qui va devoir la mériter, et quelque part au final, il va vraiment l'avoir parce qu'il lâche pas l'affaire. Et c'est vrai que tu peux te demander quelle image inconsciemment ça peut donner en fait à des gens qui voient ça et tout. Après c'est mon point de vue. Faut aussi faut toujours avoir du recul par rapport à ce qu'on regarde. Faut être éduqué parce que exactement. Ça, en fait, moi je supporte pas aujourd'hui cette espèce de cancel culture qui s'installe où on veut à la place des gens leur empêcher de réfléchir. C'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui tu me montres un film des années 60 où la femme fait la cuisine et le mec est à table, il se fait servir, j'ai pas besoin de la censure, de la cancel culture pour moi-même me dire ok, prendre c'était du recul à telle et époque, me dire pourquoi c'était fait comme ça, et effectivement la femme en mode boniche qui sert le mec à bouffer et qui lui parle mal, c'est pas bien, je peux comprendre. Aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses, je trouve ça insupportable. Ah oui, c'est sûr. Non, maintenant on va aller cramer des bouquins, on va aller interdire des films, voire modifier des montages parce que les gens ils peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes, c'est pas possible. Ça me rend dingue. C'est pas. Mais c'est vrai que là, du coup, je trouve que finalement ce film il se joue un peu de ça aussi, c'est-à-dire qu'il nous montre, il persiste. Clairement, il persiste quand tu prends ce point de vue-là, il persiste et puis il a décidé que ça ira entre eux, et alors qu'elle lui dit mais je veux rien de sérieux. Voilà. C'est un peu comme si elle disait non, mais il comprend pas. Il comprend pas le non en fait quelque part. C'est assez intéressant. Alors, je pense qu'elle est pas toute blanche non plus, Summer, dans le sens où elle voit qu'il est vraiment accroché et elle sort avec lui quand même. Alors que si vraiment elle pourrait se dire il vaut mieux éviter parce que là ça va. Après est-ce qu'elle a pas la faiblesse de profiter? Elle se dit mais en même temps je tiens à lui, donc je pense que c'est un personnage qui est quand même foncièrement égoïste. D'accord. D'ailleurs la scène du mariage, ils se retrouvent dans le train, ils vont tous les deux à un mariage. Oui. Elle lui donne de faux espoirs, clairement. J'avoue qu'elle est cette scène là ils ont déjà rompu. Elle sait que lui il est encore accroché. Et elle danse avec lui. Elle sait, mais en même temps, t'as vu comme il lui parle, elle lui dit ça va, oui, ça va. Il montre pas trop, donc peut-être qu'elle se dit bon, c'est bon, il a compris, il a fait. Je suis pas tout à fait. Non, elle s'endort avec la tête sur son épaule. Non, mais tu défends Joseph Gordon-Levitt, c'est pour ça. non, mais il y a plein de moments où tu te dis bon, si c'est ton ex et que tu sais que c'est encore un peu sensible, t'évites. Tu prends un peu tes distances. Et elle. Comment dire elle le dit d'ailleurs quand il se revoit après, il lui dit au mariage du coup t'as dansé avec moi. Oui. Et elle dit ouais mais j'en avais envie.
il lui dit ouais, en fait tu fais que ce que t'as envie, quoi. Et c'est un peu ça, c'est un peu ce que je lui reprocherais, c'est-à-dire qu'elle suit un peu son instinct et elle se pose pas trop de questions sur l'effet que ça va avoir autour d'elle. Juste moins sensible que Tom aussi, peut-être ouais. Je sais pas. Et au niveau des scènes que j'ai bien aimées par rapport je parlais des idées originales de mise en scène, c'est une de mes scènes préférées du film, c'est la scène en split screen, donc l'écran séparé, attente, réalité. Donc je crois que c'est expectation, reality en VO. Ouais. Qui est sur la fin du film et c'est super intéressant. Donc de chaque côté de l'écran, à gauche, je crois que c'est à gauche, on a ce que Tom attendait d'une situation et à droite ce qui se passe réellement. Déjà le casse-tête du tournage, j'imagine même pas. J'imagine parce que c'est millimétré le truc. Ouais, c'est vraiment millimétré. Il y a juste des petits changements mais qui font tout, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas que des petits changements de comportement des personnages, il y a des changements comme c'est filmé. Oui. C'est-à-dire que la partie expectation, donc attente, est vraiment filmée, encore une fois de manière idéalisée, mise en scène avec des mouvements de caméra, quelque chose de travelling du mouvement. Et la réalité, c'est plus statique, réaliste, jusqu'à cette fin de la scène. On a la barre centrale du split screen qui balaye justement le côté gauche attente pour nous imposer en plein cadre la réalité. Et c'est tout con, mais je trouve que ça marche super bien. Alors cette scène, elle est géniale. Elle est vraiment bien foutue, quoi. Je trouve que c'est... Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette scène parce qu'on a tous, que ce soit amoureux ou pas, mais on a tous eu des attentes sur un truc et été extrêmement déçus. Et là aussi, c'est hyper intelligent d'avoir fait comme ça parce qu'en fait, il nous aurait simplement montré ce qui se passe dans la réalité avec une scène basique. On se serait pas rendu compte de la déception parce que là, on le vit avec lui, en fait. On vit avec lui le fait que, voilà, il s'attendait à autre chose, qu'il y croyait, clairement. Ouais. Et elle est vraiment, comme tu disais déjà, d'un point de vue mise en scène et d'un point de vue, c'est millimétré, quoi. Moi, je vais toujours aller penser au tournage, tu vois, au côté pragmatique. C'est-à-dire que là, il faut que dans tel temps, tu aies le temps de faire ça pour que ce dialogue n'empiète pas sur le dialogue de l'autre côté de l'écran. Moi, je trouve que c'est vraiment une des scènes les plus inventives et les plus intelligentes. Je trouve aussi que c'est intéressant de parler de la musique, de la chanson qui se joue sur cette scène, qui est une chanson de Regina Spektor, je crois, où elle dit à la fin de la chanson, quand on le voit partir en courant parce qu'il est déçu, il s'attendait à retrouver Summer et il se rend compte qu'en fait elle est fiancée à quelqu'un d'autre. La chanson nous dit The hero of this song don't need to be saved. Donc le héros de cette chanson ne mérite pas d'être sauvé. Ah, ne mérite pas. Ne doit pas être sauvé. D'accord. Voilà, ne doit pas être sauvé, mais sous-entendu, c'est la faute de Tom, en fait, quoi. Ah, je l'ai pas, tu vois. Et clairement, c'est la phrase qui se répète à la fin quand il s'en va, en fait, en courant. Et je trouve ça assez intéressant. Ça aussi, c'est pas un hasard, à mon avis. Non, clairement pas. Je veux dire, un réal, il met rien. Il est censé rien mettre au hasard. Voilà. Et d'ailleurs, ça se finit sur un plan général de Tom qui est de dos dans la rue avec tout qui se gomme autour de lui en mode dessin, comme si tout s'effaçait. Je trouve ça super beau. Ouais. Après, est-ce que le film a pas un côté un peu trop clip des fois, un peu trop démonstratif, genre c'est comme la scène attente réalité, split screen déjà utilisé au début. Rémi, mon mari, a trouvé ça. Rémi, il m'a dit. On dirait que c'est un gars qui est content de pouvoir jouer avec sa caméra et sa salle de montage, et du coup il a mis tout ce qu'il savait faire dedans parce que ça l'éclatait, quoi. Il y a peut-être de ça. Concrètement, si Mark Webb il passe du clip à un long métrage, c'est peut-être aussi un moyen de faire un CV visuel, on n'en sait rien. Peut-être. Pour autant, si ça sert l'histoire, moi ça Alors en plus, ça me pose la pas de technique soucis. du split screen, elle est intéressante parce que Mark Webb l'avait déjà utilisé dans un clip qu'il avait réalisé pour Daniel Powter qui s'appelle Bad Day. D'accord. Qui passait énormément sur MTV quand on était au lycée, quoi. Et je m'en souviens de ce clip parce que c'était une mini comédie romantique, ça m'avait assez plu. Et la technique du split screen, elle est utilisée quasiment pendant tout le truc, où on voit deux personnages en fait qui vivent pas loin l'un de l'autre, mais qui se croisent jamais. Ils sont toujours proches, mais loin en même temps. D'accord. Et à la fin, ils finissent par se rencontrer, évidemment. Et ça m'a fait penser à ça. J'ai dit, tiens, il a réutilisé effectivement des choses qu'il savait. Enfin voilà, des. Oui, non, mais il y a peut-être un peu de ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu côté clip Après, cette scène, elle a totalement sa place dans le film et elle est totalement justifiée. Dans ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, dans la liste des qualités aussi, c'est l'humour très cynique du film, comme je t'en parlais, qui est parfois un peu noir aussi. Tu vois, quand Tom raconte à sa sœur tout ce qui se passait bien avec Summer, on a un enchaînement de clichés du couple tel qu'on voit dans beaucoup de films au départ quand il en parle à sa petite sœur. Je vais y arriver, je me suis perdu dans mes notes. Je trouve que le réal, on voit qu'il s'en moque
il nous montre toutes les scènes qu'on s'attend à voir, comme tu dis, le magasin de disques, Ikea, le karaoké, tous les trucs. C'est les poncifs. Voilà. Ouais. Et je trouve que c'est très cynique, mais avec de l'humour. Quand il fait référence à Sid qui a poignardé Nancy, je savais pas trop de quoi il parlait, j'ai été voir. C'est en fait donc Sid Vicious, de son vrai nom John Simon Ritchie, un chanteur britannique qui a été second bassiste éphémère des Sex Pistols, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est ça. Qui a poignardé Nancy Spungen, qui avait 20 ans, en 1978. 10 mois après, les Sex Pistols ont implosé, ou 10 mois avant, je me suis peut-être embrouillé dans mes notes. 10 mois après l'implosion des Sex Pistols, voilà. C'est ça. Et le réal, je trouve que c'est marrant parce qu'il rigole sur un truc grave, mais avec un décalage marrant. On s'attend pas à ce qu'il fasse une référence comme ça sur la comédie romantique, tu vois. Les références culturelles dans ce film, elles sont hyper importantes. Oui, il a l'air d'en avoir beaucoup. Il y en a énormément. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un film de hipster, d'ailleurs. Film de hipster, dans quel sens ? Dans le sens où, en fait, toutes les références culturelles sont vraiment axées culture, entre guillemets, hipster. D'accord. Dans ce cas-là, je dois être une hipster qui s'ignore. J'ai pas la barbe, mais non, voilà. Je n'osais pas te le dire, mais... Non, mais alors, honnêtement, moi, j'ai été accrochée dès le départ aussi par les références culturelles. Oui. C'est-à-dire que quand on le voit chez lui, il porte un t-shirt au tout début, quand il est jeune et qu'on nous dit qu'il est exposé aux comédies romantiques dès l'âge des très jeunes. On a le t-shirt de Joy Division, on a le poster des Smiths en arrière-plan. Donc c'est malin parce que les gens qui aiment ce style de musique direct, ils vont accrocher. Il nous faut une référence au film Le Lauréat. Oui, avec Dustin Hoffman. Voilà, c'est tout des petites choses où, à mon avis, ça parle à une catégorie de gens. Enfin moi, en tout cas, j'étais complètement la cible à mon avis. Petite référence à Dirty Dancing quand il l'a décrit. Et qui dit qu'il aime Summer, il aime son sourire. On a She's Like the Wind qui joue en fond sonore. Donc, même pas fait gaffe. Ah non, mais c'est là que tu vois, moi je suis en retrait par rapport à toi. C'est tous les trucs que je percute pas tellement. Donc c'est bien vu ça. Vachement bien vu. I Love the Smiths, tu vois, la rencontre qu'ils ont où elle entend ce qu'il écoute et elle lui dit j'adore les Smiths, tout ça. Honnêtement, ça m'a rappelé des histoires que moi j'ai eues en fait. On a accroché sur ce genre de choses. Et voilà, il voit le reflet de Han Solo quand il se regarde dans la glace après avoir couché avec elle pour la première fois. C'est excellent. Voilà, il y a plein de choses comme ça où je me dis c'est excellent, ces petites références comme ça. Et puis surtout au cinéma aussi, les références à la nouvelle vague. Et au 7e saut d'Ingmar Bergman et tout ça. Excellent, ça, les scènes avec... il est dans le cinéma, c'est quand il est triste, et puis t'as que des... Je crois que d'ailleurs c'est que des références à des films d'Ingmar Bergman. Si oui, c'est possible. Alors c'est terrible, à chaque fois que je dis Ingmar Bergman, j'ai envie de dire Ingrid Bergman. C'est pas les mêmes. Pas la même chose. C'est terrible, ça veut pas rentrer. Et où t'as ces plans en noir et blanc où il joue aux échecs avec la mort sur la plage, et puis t'as les plans suffering, souffrance. C'est tellement cliché. Ça m'a beaucoup rappelé Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Oui. Les scènes où elle voit sa vie racontée en voix off à la télé, en mode triste, elle pleure. Et je sais pas si c'est... Moi aussi, alors il y a ce passage qui m'a rappelé Amélie Poulain, et il y a le passage où on décrit Summer au tout début du film en noir et blanc. Oui. Ça m'a fait penser à Amélie Poulain aussi, le côté très factuel, en présentant des chiffres comme ça c'est très... Je sais pas si c'est... c'est très Jeunet de l'époque, ça, je trouve. Ou alors c'est une référence à La Cité de la Peur, quand tu présentes le commissaire Bialès. Peut-être. J'étais obligé. Et ouais. Ça, c'est de la rêve. Cette scène, je m'en lasse pas en plus. Ah mon dieu, c'est magnifique. Autre chose aussi par rapport aux références culturelles, les chansons sont toujours extrêmement bien choisies. On voit que c'est un réalisateur de clips. Oui. La partie karaoké. Quand il chante au karaoké au début où il sort pas encore avec Summer, il chante Here Comes Your Man des Pixies, voilà ton mec, ton mec arrive. Et un peu plus tard, quand il retourne dans le bar de karaoké et qu'il a le cœur brisé, il chante Train in Vain des Clash, qui est une chanson de rupture. Donc si vous voulez des références musicales, appelez Marie-Élise, c'est nickel, là, c'est impeccable. Alors sur cette petite partie de musique, je connais quelques trucs, mais faut pas sortir de cette de cette période-là. Mais voilà, du coup c'est intéressant. Et on a aussi la chanson de Hall & Oates sur laquelle il danse quand il est heureux parce qu'il vient de coucher avec Summer. Oui, qui est une de mes scènes favorites du film. Qui est une scène absolument géniale, et où en gros la chanson répète You make my dreams come true, hein, tu réalises tous mes rêves, quoi. Voilà, quoi, mes rêves deviennent réalité avec toi, quoi. Tu parlais de la scène, tu parlais des musiques. Alors, moi je trouve que même si le film, donc, il démonte beaucoup le schéma classique des comédies romantiques, il emploie quand même des musiques typiques du genre, et c'est peut-être ce qui m'a un peu dérangé.
par rapport au film. Je me suis dit, ok, on est sur un film qui démonte un peu la comédie romantique, mais pour autant, vraiment, si t'écoutes que les musiques du film, t'es en plein dans le style comédie romantique. Peut-être. Je trouve que ça a tendance un petit peu peut-être à desservir un peu le... En même temps, elle serait pas là. Et t'aurais mis quoi plutôt alors ? Eh ben c'est ça la question, c'est que si tu me dis t'aurais mis quoi à la place, j'aurais peut-être quelque chose de peut-être plus neutre. Moi, là je trouve que vraiment si t'écoutes sur, je sais pas, sur Spotify la BO, tu te dis wow, ça doit être un vrai film romantique, assez cliché, assez convenu, tu vois. Et du coup je sais pas, alors, encore une fois, vu que ça nous est montré via le personnage de Tom, est-ce que les références musicales sont... comme on dit, extra-diégétique, c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour habiller la scène et qu'on les entende, nous, spectateurs, mais que les ou est-ce que personnages c'est dans la tête de Tom, quand on dit intra-diégétique, que vraiment les musiques sont vraiment incluses dans le scénar? Pour moi, elles sont dans la tête de Tom. Dans la tête de Tom, donc pour ce qui, du coup, les justifierait complètement. C'est un reflet de ce qu'il s'imagine, de son état d'esprit. Donc ça serait assez logique. Parce que le You Make My Dream Come True, il danse dessus, quoi. Je veux dire, non, mais c'est peut-être ça, oui, il a été bercé par ça, donc... Et je pense, même chose sur la chanson de Regina Spektor qui joue pour les Expectations versus Reality. Je pense que c'est la même chose, en fait. Non, mais ça paraît assez logique. C'est la petite réserve que j'avais, tu vois, par rapport aux musiques, mais après, ça, c'est pas... Oui, alors, au niveau de l'humour aussi, j'ai adoré la scène où il y a Summer qui se met à crier pénis de plus en plus fort dans le parc. Tu vois, c'est la scène que je déteste. Ah, d'accord. Cool, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai trouvé que justement, t'as peu de comédies romantiques où ils vont taper un peu dans le graveleux des fois, on dirait que chaque comédie romantique, des fois, ne doit pas trop sortir du carcan romantique, où tout est propre, où tout est beau, où les deux vont jamais dire un truc qui pourrait choquer l'autre. Et là, tu vois, entre elle, qui est un peu vulgaire sur ce plan-là, qui se met à crier pénis dans un parc, il y a même des gosses autour, c'est limite, en fait. Quand tu me dis, t'as le plan général, c'est limite comme délire qu'ils ont. La photo aussi du... Alors, attends, j'ai marqué photo. Je crois qu'on voit une photo... il y a un moment donné, une sorte de photo sur le puma. Je crois qu'elle parle du puma, un de ses ex. Son ex. Et tu vois le truc dans le jean, quand t'es là, tu dis, ils ont osé montrer ça, quoi, à l'image. Tu t'attends pas à ça dans une comédie romantique. Je pense que c'est parce que. Alors, peut-être c'est un film indépendant, donc à mon avis, ils ont peut-être. Oui, parce que je me suis dit. Mais alors, Pénis, moi, tu vois, je l'ai pas vu du tout comme ça. Pour moi, elle est trop folle sans raison et j'adhère pas du tout à leur délire, quoi. Tu te dis, mais elle a un coup de gando, en fait, quoi. Non, mais je dois en avoir aussi, parce que moi, cette scène m'a fait marrer. Je dis, ok. Ah ouais, vraiment, j'ai dit, je me rappelais pas de cette scène. Je dis, attends, on est dans une comédie pseudo-romantique et ils sortent ça et. Enfin, il me semble que tu vois rarement ça, quoi. Je me rappelle pas Hugh Grant et Julia Roberts. Pour moi, là, pour le coup, elle correspond trop à ce qu'ils appellent la Manic Pixie Dream Girl, dans le sens où elle est délurée, où elle s'en fout de ce que les gens pensent d'elle. Et, après, est-ce qu'elle est délurée juste tu tapes un délire dans un parc en disant une connerie, est-ce que ça fait pour autant de toi quelqu'un de... je sais pas. Non, mais je suis peut-être un gros non, c'est peut-être moi qui suis coincé, c'est bien possible. Non, mais c'est vrai que cette scène m'a pas... Moi, ça m'a fait marrer. Enfin, j'ai trouvé ça, mais ça m'a fait marrer, pas pour le contenu, pour le placer dans une comédie de ce genre-là, tu vois. D'accord. Après, c'est mon avis. Oui, donc tu as évoqué le fait qu'il se voit projeté dans les films de Ingmar Bergman. J'ai parlé du fait que ça me rappelait Amélie Poulain. Ouais. L'humour cynique aussi de son boss, j'ai beaucoup aimé dans la catégorie de l'humour du film. Quand il lui dit, écoutez Tom, je vois très bien que vous allez pas bien, écrivez des cartes de condoléances, c'est-à-dire arrêtez les cartes de vœux pendant un temps et écrivez des cartes de condoléances. Vous n'avez plus de raison de vivre, c'est parfait pour vous. C'est pareil, c'est énorme. J'adore le personnage de son chef en l'occurrence. Je sais plus le nom de l'acteur, mais je l'aime beaucoup. Je sais plus le nom de l'acteur non plus, mais il est vraiment génial. Là, c'est pareil, il faut pas le voir de façon réaliste pour moi. Oui, mais alors ça pour le coup, je pense qu'il faut c'est un des codes de la comédie romantique, ça. Oui. Les seconds rôles un peu originaux, un peu rigolos, ça fait partie, c'est la base du genre, quoi. Je veux dire, on sait qu'on aura un ou deux seconds rôles. Mais je trouve que là, c'est gros et c'est tellement grossi que tu vois, le patron, vous êtes triste, on bosse dans un truc de cartes de vœux, faites des cartes de condoléances. C'est tellement, je veux dire, enfin pour moi, si tu prends cette scène de façon réaliste, tu passes à côté du film, quoi. C'est, pour moi, ça se fout encore du personnage de Tom, clairement. C'est mon point de vue, je sais pas ce que t'en penses, mais après, ce qui est intéressant, c'est que donc son chef, on l'entend parler à un autre moment. Il y a une espèce de passage un peu d'interview sur l'amour. Oui. Où donc on voit le meilleur copain de Tom, Paul, qui parle de son amour de jeunesse, et on voit son chef aussi qui parle de sa femme. Et je trouve que les descriptions, elles sont plutôt touchantes pour le coup. Comme s'ils étaient interviewés en fait pour une émission. Oui, on a dit que ça, ils sont face caméra. Caméra. D'ailleurs, ça devait être beaucoup plus long au départ. Tous ces passages-là, ils les ont un peu réduits. Mais c'est assez intéressant comme c'est montré. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ces passages-là, moi au début, pareil, je me suis dit, ça sort nulle part, ça sert pas à grand-chose. En fait, si, ça sert à quelque chose. Ça sert à montrer à quel point Tom est immature par rapport à sa relation. Oui, très juste. Parce que voilà, on a
on a le meilleur copain, Paul, qui parle de sa petite amie Robin, et il dit elle est mieux que la fille de mes rêves, elle est réelle. Oui. Parce qu'il dit la fille de mes rêves, elle serait un peu plus sportive, elle aurait des plus gros seins. Oui. Mais en fait, elle est mieux que la fille de mes rêves parce qu'elle est réelle. Et ça, je trouve que ça met le doigt sur tout le problème tout bête, de Tom, en fait. Mais oui, vit dans la réalité. Quoi. Voilà, parce que lui, il est toujours dans le rêve, dans la version idéalisée de sa copine, alors que Paul et son boss, eux, ils vivent la vraie vie et ils aiment leur partenaire pour ce qu'elles sont, en fait. Pas parce qu'ils aimeraient ce qu'elles soient. Ouais. C'est peut-être en ça que t'as raison, que finalement, Tom est vraiment plus axé sur ce que. L'idée qui se fait de Summer que Summer elle-même, quoi. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs, au rayon de la mise en scène, la dernière scène, qui est peut-être ma favorite du film, en fait, entre Tom et Summer, je vais y arriver sur le banc. Oui. Je la trouve très dure, en fait, très presque hors du film en termes de sérieux et de... Enfin, je trouve, c'est mon avis. Quand elle lui dit, je me suis réveillé, je savais ce que je savais, donc il lui dit, tu savais quoi ? Ce dont j'avais toujours douté avec toi, quoi. Ouais. En mode, j'ai vraiment compris que t'étais pas fait pour moi. Et là, il accuse le coup, Tom, et là, t'as pas de musique, t'as pas de... C'est très... Ça pourrait presque être dans un autre film, je trouve, cette scène-là. C'est une des scènes que je qualifierais d'honnête, pour le coup. Ouais. Parce que je trouve qu'elle est très... elle est très réaliste, en fait. Oui, complètement. Et pour le coup, là, il se parle vraiment. Là, il est en capacité d'écoute et d'entendre réellement ce qu'elle dit. Et là, elle le dit clairement, comme elle l'a toujours fait. Je fais rien de sérieux et tout. Et là, je trouve que le film, il délaisse son aspect léger et un peu moqueur envers Tom. Et c'est une vision plus nuancée des choses où tu vois que vraiment, ça l'attriste. Là, il mange ses dents un peu sur le moment. D'ailleurs, on a une théorie intéressante à laquelle j'adhère pas du tout, mais pas mal de gens pensent que cette scène n'aurait pas lieu et serait juste imaginée par Tom pour qu'il trouve la paix par rapport à Summer. En fait, qu'il l'aurait jamais croisé, parce que c'est vrai qu'ils se croisent à cet endroit-là, c'est un peu gros, tu vois. Moi, ça me choque pas, c'est un lieu où ils aimaient aller tous les deux, quoi qu'il en soit, indépendamment l'un de l'autre. Je pense qu'elle le cherchait. Et je sais pas. Et Joseph Gordon-Levitt partage cette idée. Pour lui, cette scène n'est peut-être pas totalement réaliste. Et peut-être que c'est juste un moyen dans sa tête de faire clair par rapport à ça. C'est Joseph qui l'a dit. C'est qu'il a raison. Alors, on va lui faire confiance. Voilà. Et cette scène, tu vois, j'aime bien parce qu'elle donne ni raison ni tort à personne. Parce que le film, quand même, au bout d'un moment, tu te dis, attends, il se fout vraiment le concept d'amour idéalisé. Le réel n'y croit pas du tout. Pourtant, la fin du film se finit quand même sur Tom qui rencontre, alors tu vas le dire en anglais mieux que moi. Autumn. Voilà, Autumn. Donc après, c'est pareil, une film qui s'appelle Autumn, après avoir rencontré Summer. Là, c'est clairement un clin d'œil. Voilà, c'est clairement un clin d'œil. Et d'ailleurs, il y a un regard face caméra de la part de Tom juste après qu'elle dise son nom. Oui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Exactement. C'est de la connivence avec le spectateur. Et tel que la voix off nous le fait comprendre, la voix off commence en fait à démonter ça en disant voilà, Tom, il a compris ça. Et la voix off est coupée par Tom qui fait demi-tour pour aller voir cette fille. Tu te dis, ok, en fait, peut-être que ça y est, c'est vraiment son grand amour. Et en fait, tu vois, comment dire, le réal est pas cynique total par rapport à ça. Il dit pas ça existe pas. Peut-être que ce coup-ci, ça sera la bonne pour Tom. Et c'est intéressant, voilà, qu'elle s'appelle Autumn. C'est de voir la relation comme des saisons. C'est un peu gros, mais ça fonctionne, je trouve, pour moi. C'est ce que. Alors, comment il s'appelle, Durandal, du coup, dans sa vidéo, disait un truc que j'ai trouvé assez intéressant. Le film nous montre toutes les histoires qui ont foiré au lieu de se concentrer sur la seule histoire qui a marché. Parce que voilà, moi ma question c'était. Je suis pas surpris de sa part, il met tout de suite le doigt sur. Voilà. C'est parce que ma question, moi quand j'ai fini le film, ça a été est-ce bien judicieux de nous dire. Parce que finalement, Summer elle change d'avis et elle lui dit non, mais en fait c'est toi qui avais raison. Et l'amour existe et il faut y croire. Parce que j'ai rencontré mon mec et je suis marié maintenant, ouais. Il rencontre Autumn, donc du coup tu te dis oui, il y a des chances que ça fonctionne cette fois. C'est clairement un happy end en fait, d'une certaine façon. Pas avec celle qu'on croyait, mais une forme de happy end. Et donc moi je me disais est-ce que c'est bien judicieux tout ça, parce qu'en gros ça fait 1h30 qu'on nous dit que les codes des comédies romantiques c'est n'importe quoi, le conte de fées tout ça on s'en moque pendant 1h30. Est-ce que du coup c'est vraiment judicieux de dire ça à la fin? Est-ce qu'il démonte pas son film en fait? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'au final c'est pas revenir sur tout ce qui a été dit depuis le début? Et donc Durandal, du coup, dans son analyse, je la trouve vraiment intéressante. Il dit en fait que ce film nous montre, au lieu de nous montrer l'histoire qui a marché comme le font toutes les comédies romantiques, il nous montre quelque chose qui a foiré, comme c'est le cas dans 90% des cas, en fait. C'est-à-dire que quand on est jeune, quand on a l'âge des personnages, on a des chances on a autant de chances que l'histoire foire qu'elle réussisse, en fait. Donc il disait c'est bien parce que ça donne un petit peu d'espoir aux personnes qui ont rompu, et c'était peut-être pas la bonne cette fois, quoi, en fait. C'est ce que mon pote Mathieu a voulu me faire entendre, clairement, qui est même plus mature que moi et réaliste là-dessus, mais que j'ai rejeté. Donc c'est pareil, est-ce que t'es prêt à l'entendre à l'instant T? C'est ça. C'est compliqué, quoi. Et donc selon lui, Summer c'était l'amourette d'été, peu sérieuse,
Et Autumn sera au contraire celle qui l'amènera vers l'hiver de sa vie, donc jusqu'à la fin. C'est très bien vu ça. C'est comme ça qu'il l'a analysé et je trouve que c'est génial. Donc il a aimé le film du roman. Il a adoré le film. D'accord. Il trouve que c'est la meilleure comédie romantique qu'il ait vue. D'accord, je l'ai zappé cette vidéo. Elle est vieille cette vidéo, elle est très vieille. D'accord. Mais ouais, va y jeter un œil vraiment. Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur 500 jours ensemble. Elle est vraiment bien. D'accord. Et c'est vrai que le film, moi je trouve que c'est sympa qu'il se termine par ce petit regard complice de la part de Tom au spectateur, parce que c'est un clin d'œil. On nous dit ouais, vraiment, je sais, il brise le quatrième mur. Encore une fois, si là t'as pas compris que le film était que du second degré et qu'il fallait pas tout prendre. Enfin, vraiment, c'était. Du point de vue de Tom, et au point qu'il nous regarde à la fin nous faire un clin d'œil, c'est assez clair, quoi. Je trouve. C'est assez clair. Mais ouais, voilà. Mais c'est un film. Je t'ai peut-être coupé, pardon. Non, c'est un film qui reste très subtil, même dans l'écriture des personnages, qui sont radicalement différents, on l'a compris. Tu vois, il y a un truc tout bête au début. Alors, c'est peut-être ma vision des choses. Quand la voix off présente Summer au début du film, la voix off donc parle de Summer qui aime bien ses cheveux trop longs et la facilité avec laquelle elle pouvait les couper sans rien ressentir. C'est tout bête, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça montre qu'elle peut très bien se séparer de quelque chose, le concevoir, sans que ça l'impacte. Et que, quelque part, oui, elle fait un peu ce qu'elle a envie, sans que ça l'impacte émotionnellement. Et on a aussi la scène du coup de foudre dans l'ascenseur. C'est intéressant de noter que c'est assez surprenant que le premier pas vienne de Summer. C'est elle qui lui dit « j'aime les Smiths », qui l'interpelle et tout. Moi, je me serais attendu à l'inverse. Placé du point de vue de Tom, je me serais dit « ok, quand on verra la scène de la rencontre, c'est lui qui aura fait un pas en avant parce qu'il aurait remarqué qu'elle écoute les Smiths ou autre. » Et c'est vrai qu'elle lui dit juste « j'aime les Smiths ». Et là, hop, on voit que le mec... Ça y est, coup de foudre. Et c'est Richard il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que... non, mais c'est ça, vraiment, je te jure. J'ai même pas honte de le dire. C'est-à-dire qu'une nana me disait j'aime telle musique. Ah putain, elle aime les mêmes musiques que moi, il y a un point d'accroche. Mais j'étais con, hein. Ça, je te parle plus il y a 15-20 ans. Quand t'es tout jeune, c'est normal aussi, en fait. Ouais, donc bon... Tu vois, on a aussi la scène de l'entreprise, je trouve ça assez subtil, mais on voit en fait que lui, il est dans le contrôle de l'image quand il se met à parler avec elle dans la boîte. Lui, il reste très réservé, tout ça, et elle lui sort bah moi, j'étais une enculeuse de mouche au lycée. Et là, t'as Tom qui en crache son café, je crois, tu vois. Et elle se corrige vite. Elle lui dit non, en fait, je voulais juste te dire que j'étais très organisé, très maniaque, donc on m'appelait comme ça et tout. On voit que lui, il est pas vraiment lui-même, qui est dans une démarche de séduction pour plaire. Alors qu'elle, quelque part, elle est détachée de ça, elle est elle-même en fait. C'est pour ça que je suis pas sûr qu'on peut dire qu'elle ait vendu quelque chose de faux, Summer à Tom. Parce je pense qu'elle vend pas quelque quoi. chose de faux, c'est pas du tout ce que j'entends, mais je pense qu'en fait, elle fait les choses sans jamais se poser la question de quel impact ça peut avoir sur les gens autour d'elle. Oui, donc quelque part, elle est un peu égoïste de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, voilà. C'est comme ça que je l'entends en fait. C'est-à-dire qu'elle fait les choses parce qu'elle a envie de les faire. Et elle se dit pas, là... Ouais, mais au moins elle est vraie. Quelque part, elle est vraie. Mais elle vit pas dans nature, une espèce de fantasme comme Tom, quoi. Elle est nature. D'ailleurs, je trouve que ça colle très bien, le principe qu'il écrive des cartes de vœux. Ça matche totalement avec ce qu'est Tom, c'est-à-dire il vit dans une interprétation de la réalité plus que dans la réalité, tu vois. C'est ce que sont les cartes, quelque part. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Voilà, pareil, pour revenir au personnage de Chloé Grace Moretz, donc Rachel, sa petite sœur... c'est tout le temps elle qui le ramène sur Terre, et par rapport à la musique, ce que je disais, comme il le dit, il t'écoute la même musique qu'elle, ça veut rien dire. C'est ton âme sœur. Donc voilà. Et bah, ça, je l'ai déjà dit, après la maturité de la jeune femme, pour moi, c'est plus comment dire, la petite voix à l'intérieur de Tom, sa sœur, finalement. D'ailleurs, ce perso est inspiré de la jeune sœur du scénariste qui lui donnait souvent des conseils sur sa relation. Donc, il y a quand même un fond de vrai, tu vois, mais c'est assez intéressant de savoir qu'il l'a placé ça. Et tu vois, la vision toujours sur les personnages et leur écriture, la vision de Tom est très binaire. C'est-à-dire que quand il croise Summer dans l'ascenseur, qu'elle lui dit « ouais, j'ai passé un super week-end », ça y est, il est parti, il se fait des films, il dit à ses potes « elle a couché avec un mec, j'en suis sûr, c'est fini, je la raye de ma vie ». Il est tout rien et il est vraiment binaire. Ouais. Elle peut pas juste avoir passé un bon week-end entre potes, tu vois, ou un bon week-end avec des amis. Toute seule à la rigueur. Voilà, toute seule. Non, impossible. Tout de suite, c'est se taper un mec. Et ses potes, ils lui disent... il voit qu'il est dans... Il voit à ses potes qu'il est dans une vision immature. Et vraiment, il est... pour moi, c'est une caricature, Tom, un petit peu. Mais c'est voulu. C'est sûr, c'est voulu. Pour que tu te reconnaisses, il faut un archétype pour que tu puisses t'identifier à un personnage ou comprendre de quoi on va parler, quoi. C'est sûr. Et voilà, ce que je disais de la scène du bar avec Summer qui lui dit que pour elle, l'amour, c'est un fantasme. Et que ça instaure de base, en fait, une différence énorme entre eux. Lui, il a une vision idéalisée de l'amour, le coup de foudre. Et elle, en plus, elle le dit clairement, je ne crois pas à l'amour. Donc elle est assez honnête, encore une fois. Il veut entendre que ce qu'il veut entendre, tu vois.
Donc je trouve ça assez intéressant d'avoir mis en opposition tout de suite les deux personnages sur leur vision de la chose, parce que inexorablement tu sais comment ça va se finir quelque part, tu sais où ça va aller, quoi. C'est sûr. Et après, en termes de qualité, oui, ça, je vais enfoncer une porte ouverte. Le choix de casting et le jeu des comédiens, je trouve vraiment excellent. Je suis pas un grand fan de Joseph Gordon-Levitt. T'as pas honte? Si, j'ai honte. Comment oses-tu me dire ça? Même si je l'ai adoré, l'un des premiers films où je l'ai adoré, c'est The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Si vous voyez les yeux de Marie là, ouais. non, mais je m'en cache pas, j'ai un énorme faible pour cet acteur. Mais ouais, il était excellent dedans. Et là, je le trouve vraiment parfait et limite sublimé. Je trouve que vraiment, il y a peu de réals qui l'ont autant mis en valeur, autant bien filmé, autant... Mais je comprends pas, il a pas fait une carrière si exceptionnelle que ça, ce mec, et je comprends pas pourquoi. C'est vrai que non. Parce qu'il a tout, en fait. Oui, non, mais ça, c'est ton point de vue. Non, mais je veux dire, il joue extrêmement bien. Il est vraiment mignon, donc je veux dire, il aurait pu avoir... Bon, maintenant, il a vieilli un petit peu. Hein, mais je trouve que, justement, c'est peut-être là qu'il a quand même... Je pense que malheureusement pour lui, il a encore un physique de jeune qui débarque. Ça, c'est comme DiCaprio, tu vois. Un temps, on allait se dire, ouais, mais lui, il va être cantonné à ça. Lewitt qui va vieillir, je pense que ça va vraiment être pas mal. À mon avis, ça va être assez cool. Là, c'est vrai qu'il a pris un peu de bouteille, donc voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me dis... À l'époque où il a fait ce film, ça m'épate qu'il ait pas fait beaucoup d'autres films où il était le jeune premier, en fait. Alors, pas forcément des comédies romantiques, hein, mais je veux dire, d'autres films où il a eu très peu de rôles principaux, en fait. Non, mais c'est clair. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est pas... Et c'est pas des films qui ont marché à fond. Après, je le connais pas assez, sur sa carrière. Est-ce que c'est pas un mec, justement, qui préfère vraiment être très sélectif dans ses films? C'est possible. J'en sais rien. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a joué plusieurs fois avec Nolan. Oui, au niveau du CV, c'est pas mal, déjà. C'est pas mal, quand même. Il a joué dans Inception. Très juste. Il a joué dans Inception. D'ailleurs, pour le coup, lui, il a un rôle qui sert à rien. Enfin, pas qui sert à rien, mais je veux dire, dans Inception, on se demande bien pourquoi il est là, lui. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Quel intérêt il a à faire ça, en fait? Son personnage, il est creux, il est là pour le coup, il est là pour servir le scénario. Voilà, quoi. Et donc, Zoé Deschanel, je la découvrais ici. Je l'avais jamais vue avant dans un film, donc je la trouve vraiment excellente. Et c'est la seconde collaboration des deux acteurs, je sais pas si tu le sais. Après, ils avaient tourné dans le film Manic, 8 ans avant, de 2004, qui était un drame de Jordan Melamed. Et chose intéressante par rapport à l'actrice, c'est que la couleur qui domine dans 500 jours ensemble, c'est le bleu, qui est exactement le bleu des yeux de Zoé Deschanel. Et je trouve ça, je l'ai pas, j'avoue, j'ai pas percuté. Et c'est super intéressant en fait quand tu te dis ça. Bah oui, ça veut dire que le film est baigné dans les yeux de l'actrice, voilà, de son aura. Donc on est vraiment du point de vue de Tom qui s'est fait l'image d'elle. Si tu regardes dans la scène de danse, pratiquement tous les personnages qui dansent autour de Joseph Gordon-Levitt sont habillés de bleu. Bah voilà, qui doit être. Où il y a un élément bleu dans leur tenue et le petit oiseau de dessin animé qui apparaît, il est bleu. Enfin, il y a plein de détails comme ça. Ouais. Et je voulais revenir là-dessus aussi. Je trouve que le réel en fait jamais trop en termes de subtilité. C'est-à-dire que ça reste assez simple, il y a beaucoup de chants contre chants, alors est-ce que c'est un peu dû au budget? On sait que souvent quand t'as un petit budget dans les films, ça reste souvent des caméras chants contre chants, gros plans, pas des plans de dingue, mais c'est assez logique qu'il y ait que ça, parce qu'on parle de deux personnages d'une relation, donc qu'il y ait beaucoup de chants contre chants, moi ça me choque pas. J'ai pas trouvé que ça faisait cheap en fait comme film, parce que t'as quand même des moments où il s'éclate un peu plus. Et j'ai bien aimé la gestion en fait des non-dits, du flottement entre les personnages, avec la longueur de certains plans. T'as certains plans qui s'éternisent juste un petit peu, mais suffisamment pour que tu sentes qu'il y a un petit décalage entre eux. Et c'est tout bête, mais ça marche au montage. Et la façon aussi dont ils s'attardent sur des regards, des mimiques, c'est très subtil. Et je trouve qu'il y a peu de comédies romantiques qui sont assez subtiles. Je trouve qu'elles te mâchent tout des fois. C'est très, ouais. Et là, c'est assez bien vu de ce côté-là. Et alors ça, oui, par rapport à la scène Ikea, j'en ai déjà parlé. Et oui, l'une de mes scènes favorites aussi, c'est la fameuse scène, comme tu disais, où ils ont couché ensemble. Et là, Tom, il sort dans la rue et on part dans une comédie musicale, mais absurde. La fontaine qui jaillit puis quand il passe devant, la journée ensoleillée, les gens qui lui serrent la main, mais alors qu'ils ne le connaissent même pas. J'ai écrit un petit truc pour ça t'embête si je le dis? Non, je t'en prie, vas-y. Alors, c'est une de mes scènes préférées du film. Le second degré est à son paroxysme et c'est très réussi visuellement. C'est l'effet qu'a eu Une nuit avec Summer sur Tom. Sa confiance en lui est boostée à bloc. Il voit même Han Solo à la place de son reflet. Les gens lui disent bonjour dans la rue avec un grand sourire. Les fontaines se déclenchent à son arrivée dans le parc. On entend même des bruits de feux d'artifice. Les hommes lui serrent la main, lui font des tchèques comme pour le féliciter. Et tout à coup, Tom se met à danser. C'est un véritable ballet autour de lui. Les passants lui emboîtent le pas dans une chorégraphie effrénée. Tous sont habillés de bleu, la couleur caractéristique de Summer. Une fanfare débarque. Les cuivres se joignent à la musique.
magique. Un oiseau bleu d'un dessin animé arrive même à l'écran. On est au second degré jusqu'au bout. On rit du cliché ici. Petit sourire de Tom avant la toute fin de la scène lorsqu'il prend l'ascenseur comme une sorte de clin d'œil au public. Complètement. Et là, je sais que ma chérie a vu le film cette semaine et elle m'a dit ah non mais cette scène m'a fait décrocher en fait. Et j'en ai pas parlé avec elle, mais justement elle écoutera ce podcast et vraiment pour moi cette scène si tu la prends pas mais au 15e degré, c'est clair. Ouais, tu coupes, tu dis ok non mais c'est bon, n'importe arrête. Quoi. Je veux dire quand tu vois débarquer l'oiseau, c'est bon, t'as compris. Et vraiment j'ai aimé ce principe, il se fout de la gueule de toutes ces comédies romantiques, c'est tout le temps le même schéma. Quand le mec a couché avec la fille, il est plus heureux, il sourit, t'as l'impression que ça y est, sa voiture va rouler plus vite, il va rentrer dans son appart, il va être 2 fois plus lumineux, tu te dis attends mais et là il se fout, il met toutes les pièces pour se foutre de la gueule. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui se voignent à lui, les comédies, les instruments, l'oiseau qui se pointe, le soleil, la fontaine, pour plus enfoncer le truc à coup de marteau dans ta tête là, pour moi il faut y aller quoi. Et puis ce qui est intéressant c'est la scène qui suit immédiatement cette scène. Alors je m'en souviens plus. Alors il rentre dans l'ascenseur, les portes se ferment. Ouais. Et ensuite on nous montre environ 200 jours plus tard. Donc t'as le petit truc qui dit que c'est 200 jours plus tard, t'as les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent et là tu le vois complètement dévasté. Complètement dévasté. Donc il rentre, il est complètement extatique et il ressort, il est complètement dévasté parce que Summer est parti entre temps. Hein. Et là je trouve que le montage il est excellent aussi parce que ça met en évidence les 2 temps de la relation, les moments de joie intense et les moments de douleur profonde. Complètement. Et comme tu disais, ce qui est le cas quand on se rappelle d'une relation qui est finie quelque part. Voilà. Alors si on est celui qui a quitté la personne peut-être moins, mais si on est celui qui s'est fait larguer en tout cas, tu vas souvent comme ça piocher et début, fin, mieux, et en fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien et tout, et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Et ce que j'adore, c'est que là, ça pique vraiment l'intérêt du spectateur, mais d'une manière très originale. C'est-à-dire que on sait où on arrive. Oui. On sait où on va aller. Ce qu'on sait pas, c'est comment on va aller là. Et du coup, ce genre de film, quand on te donne la fin dès le départ, là, on nous dit dès le début qu'en fait, ils vont pas rester ensemble. Du coup, tu connais la fin, donc tu te dis, qu'est-ce qui t'accroche pour avoir envie de regarder le film ? Tu sais comment ça va finir. Et oui, mais t'as envie de savoir comment on y arrive, en fait. Comment on est passé de l'état extatique du début à l'état complètement dépressif. Puis moi, perso, même de voir, en fait, que le film me disait, d'entrée de jeu, c'est pas une histoire d'amour, donc ça allait foirer. Et c'est con, mais je me dis, ok, c'est culotté, je vais continuer. Ouais. Alors que je vais pas taper sur ce film tout le temps, mais tu regardes, que ce soit, coup de foudre à Notting Hill, tout ça, c'est très codé. Je sais que t'aimes bien. Fais attention à ce que tu dis sur Hugh Grant, s'il te plaît. Mais voilà, tu sais qu'en fait, tu sais pas où tu vas, mais enfin, ça commence, mais tu sais que tu vas à une histoire d'amour, que ça va se finir bien. Je veux dire, c'était Meg Ryan qui avait dit dans une interview, une comédie romantique, tout le monde connaît la fin, ce qui est important, c'est le voyage. Oui, mais c'est vrai. Et c'est peut-être même le cas dans 500 jours ensemble. Voilà. On connaît la fin aussi. Sauf que quand on te dit ça marchera pas, tu te dis ouais d'accord, en fait non, soit il m'arnaque et ça va marcher quand même, soit non, clairement on te dit ça va foirer quoi, et je trouve ça culotté en fait, Sûr. J'ai pas mémoire d'une comédie romantique où ça se finisse mal, de tête. Le mariage de mon meilleur ami. D'accord. Julia Roberts n'arrive pas à récupérer son meilleur pote, et pour le coup, on a spoilé. Le personnage principal enfin le personnage de Julia Roberts c'est absolument horrible quoi. C'est un être humain absolument déjà que j'ai du mal avec Julia Roberts, mais là alors le film moi j'ai beaucoup c'est une comédie romantique, j'ai beaucoup aimé le film, mais et là aussi c'était culotté parce qu'ils ont mis en personnage principal finalement quelqu'un qui est pas, qui serait le méchant dans plein de films de ce type en fait. C'est pas dans ce film qu'elle se met en tête que vraiment son meilleur ami est amoureux d'elle et que en fait elle a fait un pacte avec son meilleur ami, comme quoi, à 40 ans, ils étaient mariés ni l'un ni l'autre, ils se marieraient. Et en fait, il tombe amoureux de Cameron Diaz, qui était toute jeune à l'époque. Je crois qu'elle avait dû faire juste 2 masques. Enfin, elle avait pas fait beaucoup de films à l'époque. Et donc, Julia Roberts, elle se rend compte qu'en fait, elle l'aime et qu'elle veut l'épouser. Et elle fait tout un tas de manigances mais ça part dans le pour truc la mettre hors jeu. Ça devient grave quoi. Elle fait des trucs vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est un être humain absolument détestable. Mais tu vois, du coup, est-ce que c'est vraiment un schéma de comédie romantique ? On est plus du point de vue d'une nana qui veut saboter une relation quelque part. Donc ouais, peut-être. Mais après, alors c'est en ça qu'elle est très forte aussi, Julia Roberts, et puis qu'au niveau du scénario, ils ont fait un bon boulot. C'est que tu l'aimes bien quand même ce personnage. Tu cautionnes pas ce qu'elle fait, mais après c'est sûr que quand tu prends du recul et que tu regardes le truc tu te dis c'est un peu abusé, mais moi je m'attendais à ce qu'elle finisse avec lui quand même. D'accord. Mais ça part pas trop en live dans ce qu'elle fait Julia Roberts dans le film. C'est-à-dire elle va pas trop loin, genre vraiment. Si. Elle va loin dans le sens où elle fait croire que le père de sa nouvelle femme veut lui faire changer de boulot, enfin des trucs comme ça. Oui, elle fait des manigances un peu bizarres quoi. Mais à la fin du film, à la base,
le réalisateur, enfin ce qui était prévu, c'était qu'elle rencontre un mec à la toute fin de l'histoire au mariage. D'accord. Et qu'on se dise, tiens. Et en fait, aux projections test, le public a dit qu'il détestait cette fin parce qu'elle n'est pas punie. Elle a tellement été dégueulasse pendant tout le film qu'elle mérite pas de rencontrer un mec à la fin. Donc du coup, ils ont pas gardé cette idée. Du coup, ils ont pas gardé cette fin. À la fin, elle finit par danser dans les bras de son autre meilleur pote qui est gay. D'accord, très bien. Ça me rappelle un peu, c'est pour ça que je regarde mon téléphone. Je sais pas si t'as vu le film À la folie pas du tout de Laetitia Colombani de 2002. Vu. Alors oui, là on pète le schéma comédie romantique parce qu'en fait on a Audrey Tautou que j'adore qui se met en tête que Samuel Le Bihan, donc qui est joué par Samuel Le Bihan, est amoureux d'elle. Et je révèle rien, mais c'est vraiment le cas le personnage qui se met en tête un truc et qui va tout faire pour essayer d'obtenir ce qu'elle veut. Et ça c'est pareil, tu vois le titre À la folie pas du tout, bon, tu sais à peu près où on va, mais je pensais pas que ça c'était dans ce thème-là. Si tu peux le regarder un jour, c'est super intéressant, vraiment. J'aime bien les deux acteurs en plus. Donc oui, voilà. Donc après, voilà, est-ce que on peut le caser dans comédie romantique ? Non, mais voilà, ça sort un peu du schéma de ce que je disais. Est-ce que des comédies romantiques sont déjà, enfin en tout cas, des films qui montrent une relation homme-femme s'écarte vraiment d'un schéma. Pour le coup, celui que tu viens de citer, je pense que oui, et À la folie pas du tout aussi, quoi. Après il y a Lost in Translation aussi, j'ai pas vu, qui est complètement Sofia Coppola. Ouais, c'est inclassable comme genre. Oui, très contemplatif. Très contemplatif. Alors moi j'ai adoré, je saurais pas dire pourquoi j'ai aimé ce film. C'est souvent le cas des films contemplatifs, des fois c'est où t'accroches ou pas, je pense. En fait. Il y en a qui vont se faire chier. Mais j'avais vraiment aimé, et là pour le coup c'est pareil, c'est un schéma complètement déconstruit sur une relation homme-femme qui est complètement, moi j'avais jamais rien vu de tel personnellement. Je la regarde, alors tu m'intrigues. Et alors, soit t'adores, soit tu détestes. Oui. Rémi m'a dit en gros on regarde deux personnes qui se font chier pendant 2 heures. Ce qui n'est pas tout à fait faux comme analyse. D'accord, je reconnais son style. Je reconnais qu'il n'est pas pour tout le monde celui-là, mais voilà. D'accord. Mais c'est vrai que, bon, dans le genre comédie romantique, vraiment, 500 jours ensemble est quand même assez original dans ce sens-là. Moi, je le trouve vraiment original, mais après, ça dépend de quand tu le vois, peut-être. Moi, je sais que je te dis, je l'ai rejeté à l'époque. Là, je l'ai revu, c'est passé très vite, quoi. J'ai pas regardé l'heure, j'ai dit, il est vraiment Mais alors, ça m'a fait plaisir parce que quand je t'ai dit que je voulais faire ce film, j'ai vu que t'étais moyen chaud. Non, mais parce que je me suis rappelé, je te dis. Voilà, et que tu l'avais pas aimé, donc j'ai dit, en même temps, ça peut faire une discussion intéressante. Et puis, même si le film, j'ai pas accroché, on n'est pas là pour faire des films qu'on a adorés, sinon, c'est sûr, voilà, c'est sûr. Voilà, mais ce qui m'a plu, c'est que, bon, voilà, tu m'as envoyé un message après, tu m'as dit, j'avais de la merde dans les yeux, il était super ce film en fait. Peut-être qu'un jour j'arriverai à te convaincre qu'on fasse Titane de Julia Ducournau, on verra. Non, mais je suis pas sûr d'arriver. Attends, Palme d'Or, là il va aux Oscars, t'as vu, c'est intéressant comme parcours. Ça suscite la. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça ? Je ne sais pas. Mais on y réfléchira. Autre question. Donc je sais pas si t'as quelque chose à rajouter avant que j'en vienne un peu à la réception du film, le box-office. Alors, il y aurait 2 choses à dire. Déjà, la première chose, c'est que le scénariste en lui-même aussi, c'était un peu la même intention que le réalisateur finalement. Hein. Il avait eu sa summer lui aussi, et lui aussi, il s'est retrouvé avec le cœur brisé et s'est rendu compte peu de temps après, alors qu'elle voulait rien de sérieux, et il s'est rendu compte peu de temps après qu'elle était fiancée. D'accord. Voilà, le truc qui fait plaisir. Donc du coup, il a décidé d'écrire ce scénario en partant de là, et il voulait aussi avoir une vision des choses très honnête par rapport aux comédies romantiques qu'on voit d'habitude. Il disait qu'en fait, souvent, les émotions sont décuplées dans les comédies romantiques, mais qu'en gros, on n'aborde pas ces moments où il y a un peu de flottement, où on ne sait pas trop où on en est. Donc voilà, ça faisait partie des choses intéressantes que je trouvais de rajouter. Et la petite note qu'on a au tout début du film, où il dit, voilà... Alors attendez, je l'ai quelque part, je vais vous la relire, parce que je trouve que pour le coup, c'est très drôle aussi, ça commence bien le film. Donc, premier écran qu'on a, c'est note de l'auteur. L'œuvre que vous vous apprêtez à voir est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé serait purement fortuite. Bon, ok, donc on voit ça, on se dit, ça ressemble au blabla juridique qu'on a d'habitude à la fin des génériques. Pourquoi ils nous le mettent là ? Bon, ok. Deuxième écran, surtout toi, Jenny Beckman. Alors là, on se dit, d'accord, c'est personnel. Et puis troisième écran, bitch. Salope, quoi. Est-ce qu'il cite vraiment Alors, je sais pas si réellement c'est le nom de sa copine. Craindrait de son ex. Oui. Mais là, déjà aussi, du point de vue du montage, c'est hyper intéressant parce que dès les premières secondes, on voit que le montage est fort. Le fait de scinder ces phrases en 3 parties et de les entrer les unes après les autres, au niveau, la comédie, ça tient au timing en fait, et là, au niveau timing, on est excellent, quoi, parce que on s'y attend pas forcément dès le départ, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au scénariste. Je sais pas si t'avais d'autres choses à dire sur le scénariste. Pas vraiment, non. Du coup, c'est vrai que on comprend qu'il se soit accordé avec le réal sur le thème, quoi. Voilà, exactement. C'est cool. Et j'aurais voulu dire autre chose aussi par rapport à l'évolution du personnage de Tom.
Oui. Parce que finalement, c'est un personnage qui évolue beaucoup. On s'en rend pas forcément compte. Mais à la fin, il a pris sa vie en main, alors qu'avant, il attendait que les choses changent, mais que ça vienne de l'extérieur. Ça, c'est vrai, oui, carrément. C'est-à-dire que pendant la scène, il y a une scène où il a un rencard, un blind date avec une nana. On n'en a pas parlé de cette scène. Oui, on n'a pas parlé de cette scène, elle est intéressante aussi. Effectivement, ouais. Et cette jeune fille, la pauvre, quoi, parce qu'elle a l'air super en plus, mais bon, elle se retrouve avec un Tom brisé. Pour le coup, tu vois qu'elle a le béguin, hein, pour lui, oui. Il me semble, de ce que je me souviens. Oui, clairement, elle, au début, elle est... Enfin, puis en plus, elle a l'air chouette, quoi. Et lui, il est pas intéressé par elle, en fait, il veut que parler de Summer. Il lui dit, clairement, à un moment, il y avait qu'elle qui pouvait me rendre heureux... Voilà quoi, il y a que si je suis avec elle que je serai heureux. Oui, c'est très mature comme. Ce qui est placer beaucoup de pouvoir dans les mains d'une autre personne quand même. Oui. Et à la fin du film, il a quand même évolué dans le sens où il touche le fond, mais après il remonte et il se prend en main et il se dit ok, j'ai démissionné, autant essayer de faire ce que j'ai toujours voulu faire, donc de devenir architecte. Architecte, ouais. Et à la fin, quand Summer le revoit la scène sur le banc. Il lui explique qu'il a démissionné et qu'il essaie de reprendre, de travailler dans l'architecture, et on voit qu'elle a un nouveau respect pour lui un petit peu, quoi. C'est bien que t'aies fait ça, parce que finalement c'est un peu grâce à elle, parce qu'elle le poussait à faire ça, elle l'incitait à faire ça. Ouais, elle trouvait que c'était dommage qu'il gâche sa vie à faire quelque chose qu'il aimait pas. Donc lui il a évolué, elle a évolué aussi à son contact, parce que finalement elle a trouvé quelqu'un et elle s'est mariée. Et je trouve d'ailleurs que le film qui met en parallèle à la fin le passage où Tom se reprend en main et commence à faire des CV, à repotasser sur l'architecture, on a toujours un split screen aussi, et de l'autre côté on voit Summer qui est sur le point de se marier. Oui. Ça nous montre où sont arrivés les personnages en fait, puis ça leur évolution. Même quand tu le prends à tête reposée, chaque relation, qu'elle se finisse mal ou enfin moins que ça parte en live complet, mais elle t'apprend des trucs sur toi et t'en ressors jamais le même en fait, c'est impossible. Donc c'est assez réaliste aussi de ce point de vue-là, quoi, de se dire ça a peut-être pas bien marché entre eux, par contre ils ont appris des trucs et ça leur a permis de choisir une voie qui leur correspond mieux et de se trouver aussi un peu quelque part. C'est ça. Ce qui n'est pas trop le cas dans les autres comédies romantiques où finalement t'as l'impression que l'un ne peut pas exister sans l'autre et que l'un ne peut pas s'accomplir sans l'autre. Vraiment, c'est... Alors et ça, que là, une fois, ça nous montre l'inverse et je trouve que c'est intéressant. Et puis du fait que le spectateur n'en sait finalement plus sur Summer au-delà de ses qualités assez superficielles, alors ça aide à rester du côté de Tom, mais est-ce que finalement l'évolution de Summer paraît assez superficielle aussi, mais je pense que si on avait les choses de son point de vue à elle, on pourrait avoir une évolution qui serait très intéressante. Moi j'aimerais voir le film. Ouais, ça aurait été marrant qu'ils mettent 500 Days of Tom, quoi, tu vois. Ouais, qu'on a la moitié du film Tom, moitié du film Summer. Ça aurait été intéressant. Carrément. Alors il a fallu un film de 3 heures du coup. Oui, mais... clairement, ouais. On est d'accord. Ça s'y prêtait pas, et puis de toute façon c'est un homme qui réalise et c'est un homme qui écrit, donc je pense qu'ils sont... c'est leur point de vue à eux, c'est pour ça que c'est assez juste. Mais ça, c'est assez intéressant justement, parce qu'on parle beaucoup pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la vision de l'homme qui caricature un peu la femme, qui la voit d'une telle façon. Là, on a un homme à la réal qui finalement nous dit le mec s'est fait des films, le mec a rien compris, la fille n'a rien promis, quelque part, et qui est très, très réaliste et très... on aurait pu s'attendre à ce qu'il condamne le personnage principal, surtout vu comme ça commençait. Jenny Beckman Beach, tu te dis d'accord, en fait il va défoncer la meuf tout le film, quoi. Et en fait même pas, ça se finit avec un constat juste que Tom s'est fait des films et qu'elle a rien promis non plus et ils se sont pas compris, quoi, finalement. C'est-à-dire que en fait ça ressemble à une vraie relation, je trouve. La fin de leur relation, c'est comme dans la vie, parfois ça marche pas, mais il y a pas des grands ressorts narratifs pour expliquer ça, quoi. Voilà, parce que c'est inexplicable des fois, t'as beau faire, des fois ça marche pas. Et des fois, ça marche sans que tu piges pourquoi. Alors, je reviens sur ce que tu dis dans le fait que tu crois qu'il va charger le personnage féminin à fond. Donc, l'auteur John Truby, dans l'anatomie du scénario, dont j'avais déjà parlé l'autre fois, donc c'est un livre sur les ressorts scénaristiques. Il dit que dans les comédies romantiques, on a tendance à placer un des deux personnages comme le héros et l'autre comme son opposant. C'est-à-dire que dans un film qui ne soit pas une comédie romantique, on aurait l'ennemi. Méchant. Voilà, un méchant. Là, en fait, on va avoir l'objet de l'affection du personnage principal, qui sera plus ou moins placé comme son opposant, et le public a tendance du coup à se placer du côté de celui qui cherche à conquérir l'autre. C'est naturel, en fait. Oui, donc c'est pour ça aussi que là on se place du côté de Tom,
non seulement parce qu'on a son point de vue, mais aussi parce qu'on a envie qu'il y arrive, en fait, quoi. Mais le réal démontre ça, justement. Voilà. C'est intéressant. Et il nous montre qu'on est dans l'erreur comme lui, quoi. Donc, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là, parce que c'est quand même assez profond, et leur évolution aussi est intéressante, quoi. Moi, je sais qu'à aucun moment, je me suis dit, putain, mais quel gars se meurt. Enfin, jamais. Ah ouais. Je me suis dit, quelle maladroite, des fois, tu vois. Mais jamais je me suis dit, oh là là, quelle horreur, ce personnage. Alors moi, je pense que quand je l'ai vu, j'étais jeune, et je voyais pas les choses comme je les vois aujourd'hui. Et moi, je me suis mis une note, c'est comment je verrai le film dans 20 ans, tu vois. Ça se trouve, je le reverrai à nouveau différemment, parce que là, je le vois vraiment différemment d'il y a 10 ans, tu vois. Donc, c'est... Mais c'est pour ça que j'ai choisi ce film, parce que je trouve que, en fonction des questions que tu te poses et d'où tu es avancé, à quel point tu en es dans ta vie, en fait, tu comprends. Comme tout film, pas, comme tout film. Et c'est hallucinant, ça. Tu dis, en fait, un film, il change pas, toi, tu changes. Ouais. Donc, tu revois le même film, mais t'es pas la même personne qui visionne, quoi. Donc, je sais pas si t'as à peu près fini ce que tu voulais aborder. Je pense que là, j'ai fait le tour. Moi, je voulais dire un mot sur la réception du film, un peu, qui a été plutôt bien reçue, parce que, bon, je vais donner quelques chiffres pour une fois. En France, il a fait 210 161 entrées, ce qui est pas énorme, mais pour un petit film romantique, c'est honorable, on va dire. Sachant qu'un film en France, on peut dire qu'il commence à bien marcher quand il fait 500 000 à 1 million d'entrées, tu vois. On peut dire que c'est, voilà. Aux States, il a fait 32 391 374 $ de recettes, donc ce qui est plutôt bien. Box office mondial, 60 722 734 $. Je rappelle qu'il a coûté 7,5 millions de $. Donc, donc il a bien rentabilisé, quoi. Voilà, en termes de, si tu prends le comparatif budget recettes, c'est un carton, quoi. Vraiment, c'est impeccable. Ouais. Et quelques chiffres aussi de note moyenne, je trouvais intéressant, je sais pas si je le ferai sur les prochains podcasts, de donner un petit peu des chiffres de notes entre Allociné, IMDb, Rotten Tomatoes et Sens Critique, par rapport au film qu'on aborde. Donc 500 jours ensemble, c'est un film qui sur la moyenne spectateur Allociné, donc au 9 septembre 2021, est de 4 sur 5. La moyenne presse à la même date de 3,3 sur 5. Sur Rotten Tomatoes, il est à 85%, ce qui est plutôt bien. Je sais que Rotten Tomatoes est assez connu pour tailler dans le gras en termes de critique. Voilà. Sens Critique, on est à 6,8 sur 10 et IMDb à 7,7 sur 10. Donc je trouve que ça reflète personnellement ce que j'aurais à peu près mis. Moi j'aurais bien mis un petit 3,5 sur 5, tu vois, quelque chose comme ça. Parce qu'il est pas parfait non plus, non, mais il est vraiment... Après, c'est un film qui est à la hauteur de ses ambitions, j'ai envie de dire. Oui, et puis de son budget, je pense qu'il a vraiment fait... C'est un film qui est pas là pour révolutionner le 7e art non plus, on est bien d'accord. Mais je trouve que c'est un film qui est vraiment agréable à regarder. Moi, je le revisite assez régulièrement. Oui, après, comme tout film, tu disais, il est pas là pour révolutionner le ciné. Pour moi, quand un film a une note d'intention et qu'il la respecte, ce qui semble être le cas, c'est pour moi le tour est joué, quoi. Enfin, c'est pas tant une question de budget, de révolution ou autre. Et il a eu le prix du meilleur scénario, donc pour les scénaristes Scott Neustadter et Michael H. Weber, je pense que j'ai écorché les noms, au Florida Film Critics Circle Awards en 2009. Ils ont obtenu le même prix au Film Independent Spirit Awards en 2010, le prix du scénario de l'année au Hollywood Film Awards en 2009 et le prix de la meilleure comédie au Internet Film Critics Society en 2009. Donc je balance un peu des chiffres et beaucoup de trucs, mais je trouve intéressant d'illustrer un peu ce que le film a pu recevoir comme prix et pour le resituer un petit peu. Et donc moi, perso, en conclusion, ce que je me suis marqué, c'est que sans que ça révolutionne le genre de la comédie romantique, je trouve vraiment qu'il se moque du genre avec une certaine tendresse, de l'originalité aussi, je trouve, et que peut-être j'aurais aimé être un peu plus dingue par moment, j'aurais peut-être voulu qu'il aille encore un peu plus loin. Tu vois, la scène où Tom il sort dehors avec tout le monde qui danse. J'aurais aimé que ça soit limite à ce degré d'exagération un peu plus souvent. Mais sinon, pour moi, c'est un bon film et je le recommande pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Je sais pas, toi, comment tu veux conclure sur ce que tu as pensé du film ? Oui, alors, grosso modo. J'ai aimé le film la première fois où je l'ai vu. J'ai aimé le film après parce que je l'ai vu différemment et que j'ai aimé ces deux versions du film, en fait, c'est ça qui me plaît. À l'inverse de moi qui vraiment ai rejeté la première. Voilà. D'accord. Et je trouve que c'est vraiment une déconstruction de la comédie romantique. C'est déconstruit dans le sens où c'est pas linéaire, donc on fait des allers-retours entre le passé et le présent, ce qui est assez intéressant. Et puis c'est une déconstruction de tous ces codes et de toutes les choses. Étant moi-même une grande fan de comédie romantique, c'est quelque chose qui me parle et qui me fait beaucoup rire parce que c'est un plaisir coupable, les comédies romantiques, un petit peu, parce que je sais que c'est pas du grand cinéma, mais si je vais pas bien,
y a des chances que c'est un peu mon film, c'est un peu les films doudou, quoi, les comédies romantiques. Feel good movie, comme on dit. Voilà, le feel good movie. Et c'est vrai que voir un film comme ça, qui est intelligent, et qui quand même apporte des pistes de réflexion assez intéressantes. Non, moi je trouve qu'il est intéressant. Franchement, sous sa surface un peu potentiellement cliché, que si tu grattes un peu, je trouve qu'il a pas mal de richesse. À offrir, en fait. Ouais. Clairement, ouais. Et c'est pour ça que je l'aime, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'apprécie de regarder. Et qui est pas idiot non plus, c'est-à-dire que c'est du pur divertissement, mais à côté de ça, on peut quand même avoir des réflexions intéressantes dessus, et c'est ça qui me plaît. On est d'accord, je pense qu'on est assez d'accord du coup sur ce film-là. Voilà. Le prochain film qu'on abordera du coup, ça sera radicalement différent, ça sera Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. Là, on va faire un gros retour en arrière. Je sais plus le titre original, je te Rear Window. Redis ? Rear Window. Voilà, je l'avais pas. Et on espère que vous avez aimé nous écouter par rapport à 500 jours ensemble. Et à bientôt Marie. À bientôt RF. Et à bientôt aux auditeurs.